Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Je suis une femme et féministe. C'est l'occasion de rappeler que le féminisme, c'est vouloir une certaine égalité entre les deux genres. C'est vouloir que les oppressions masculines et féminines cessent. C'est vouloir que chacun puisse vivre comme bon lui semble, sans limitation de genre. Les femmes sont oppressées, bien plus que les hommes. Cependant, j'ai envie de donner la parole à ces hommes qui vivent aussi les oppressions de notre société patriarcale. Eux aussi peuvent être victimes de ces habitudes, de ces diktats, de cette éducation et j'en passe. Parce qu'un homme, pendant longtemps, ça ne devait pas pleurer. Ça devait être musclé, avoir des poils, être un monstre de virilité et multiplier les conquêtes. Bref, il est temps aujourd'hui de discuter avec ces garçons pour avoir leur point de vue sur ce que c'est que la virilité masculine. Et on commence avec le témoignage de Geoffrey. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial pour le podcast À nous deux aujourd'hui. Donc déjà spécial parce que c'est rare que j'ai des hommes sur un podcast. Et en plus, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais avoir 3 hommes différents. Et on commence. Le premier qui a levé la main, c'est Geoffrey. Donc merci beaucoup, Geoffrey, d'être là aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu pourrais juste te présenter de la manière que tu souhaites, comme tu le veux, avec les mots que tu veux, pour que nos auditeurs puissent un petit peu savoir qui tu es. Eh ben, moi donc, je m'appelle Geoffrey, j'ai 32 ans, j'habite à Rennes depuis un petit paquet d'années, même si je ne suis pas breton de base. Je travaille, en fait, je suis artiste techniquement, mais en fait, depuis un bon petit moment, je fais surtout de la photographie. Mais je fais plein de trucs. Je fais de la vidéo et tout ça. C'est déjà pas mal. Et j'ai vu que tu avais effectivement photographié Daphné, avec qui j'ai fait un épisode sur la saison 2. Oui, absolument. Daphné Nuffar. On s'est rencontrés un peu pour ça. On a une amie commune que j'avais prise en photo. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est lié d'amitié aussi. Voilà. Trop bien. Du coup, aujourd'hui, c'est un épisode sur la virilité. La question de l'épisode, pour toi, c'est quoi la virilité ? Eh ben, c'est une question que je me suis très fortement posée en sachant qu'on allait faire cet épisode. Mais en fait, je me rends compte que j'ai du mal à trouver une vraie définition pour moi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se définit pas mal par rapport aux autres, finalement. Moi, c'est pas une quête ou c'est pas un truc où je me dis le matin, est-ce que je suis un gars viril? Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de viril ou quoi? En fait, c'est beaucoup en lumière des autres. Et par rapport à ça, en fait, pour moi, la virilité, c'est, disons, tout un ensemble de valeurs que les hommes attendent d'autres hommes pour se valider les uns les autres. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas si t'as déjà regardé la définition de la virilité dans le dico. Eh bien, non, mais j'imagine qu'elle doit être extrêmement vague et froide. Très succincte. C'est ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme masculin. Deuxième petite définition, parce que tu sais, il y a toujours un... Ouais, il y a toujours un deuxième. Puissance sexuelle chez l'homme. Bah ouais, mais en fait, ça fait sens, ça fait sens, mais sans du tout expliciter quoi que ce soit, je trouve. Exactement. Mais ce que je trouvais très intéressant dans ce que tu disais, c'est que pour toi, c'est vraiment genre l'image de toi que les autres te renvoient en fait sur la virilité. C'est pas toi, effectivement, te dire ouais, moi je suis un mec viril parce que si, parce que ça, ou je ne le suis pas parce que si, parce que ça. Ouais, et puis même comment j'ai envie de par rapport à une relative concurrence avec les autres, et tout ça. Enfin, je sais pas si concurrence c'est le terme le mieux choisi, mais en tout cas, en fait, on se pose pas la question de base. Enfin, moi, en tout cas, je me suis jamais demandé si j'étais viril, puisque je sais que je suis un homme. Je m'identifie comme tel, je me comporte comme tel, même si j'essaie de ne pas reproduire les moins bonnes choses des autres, etc. Mais enfin, tu vois, genre, j'ai pas de doute là-dessus. Donc, j'ai pas besoin de conceptualiser ça d'une certaine manière. Je me sens masculin, peu importe ce que je fais, peu importe comment je m'habille, peu importe, je sais pas si je montre mes émotions, si j'ai des gros muscles, des poils, tout ça, on s'en fiche. Je sais que j'en suis un. Par contre, c'est pour moi, une étiquette un peu sociale, et comme je disais, pour moi, c'est vachement un truc qui vient dans une concurrence un peu masculine. J'ai l'impression que le plus viril, en fait, c'est celui qui est le plus qui cristallise le plus certains de ses attributs, qui en fait... Oula, je commence à partir un peu loin. Mais... Vas-y. Mais et ben, j'ai l'impression qu'en fait, les hommes cherchent surtout à se valider entre eux,
que en fait les femmes rentrent pas trop en ligne de compte là-dedans, si ce n'est comme une des choses qui permet de montrer aux autres qui sont au-dessus, notamment par exemple le nombre de conquêtes, etc., ou ce genre de trucs. Et en vertu de ça, pour moi, la virilité, c'est... C'est genre un barème que les hommes peuvent se mettre entre eux pour dire ouais, toi, t'es en haut, t'es vraiment un bon bonhomme, et Ouais, toi, c'est un t'es peu en ça. bas, vite fait, quoi. C'est un peu ça, je Ça trouve. sera un peu une échelle. Ce serait un peu une échelle pour moi. Mm. Et du coup, pour toi, la virilité, c'est typiquement masculin. Une femme ne peut pas être virile. Ben, je te dis, pour moi, la virilité, c'est un truc un peu vague, déjà. Mais pour moi, une femme peut difficilement être virile, ouais. Parce qu'en fait, c'est les autres hommes qui décident que t'es viril. Des femmes aussi, mais parce que tu rentres dans cette boîte-là. Tu vois, par exemple, moi, je sais que je suis viril, en vrai. Enfin, je sais que les gens m'identifient comme quelqu'un de plutôt viril, et je pense que c'est par rapport à des caractéristiques qui sont... Voilà, je me perds vachement dans mes phrases, attends. J'ai mal à parler. Qu'est-ce que Et j'essaie de dire? bah, Faut que je me... tu m'expliquais que tu te sentais dans la case virile parce que les gens te font ressentir comme tel que tu l'es. Ouais. Mais du coup, bah, quelles sont ces caractéristiques de virilité que les gens te renvoient envers toi? Genre, à quel moment on te dit, ouais, je te dis une bêtise, hein. Ouais, t'as de la barbe, t'es viril. Tu Eh vois? ben, par exemple, j'ai globalement pas mal de culture et j'ai globalement pas mal d'intelligence pratique, on va dire. Ce qui fait que je suis pas mauvais en résolution de problèmes immédiates. Tu vois, quand on me pose facilement une question sur «Attends, comment ça marche?» et j'ai souvent la réponse. Et si la voiture tombe en panne, je sais souvent la réparer. Et ça, c'est le genre de truc qu'on t'incombe un peu en tant qu'homme de base. Homme ou femme, en fait, on va s'en remettre dans le petit groupe social dans lequel on va se trouver, on va s'en remettre à la personne qui a un peu ça, je trouve. Ou pareil, je sais que j'ai relativement du charisme et que du coup, ben, souvent dans un groupe, je vais être plus ou moins une forme de leader. Ce qui va de leader nul, hein, pas de leader pour des trucs importants, de leader genre dans quel bar on va et c'est moi qui propose un bar et on dit d'accord, tu vois. Mais bah, de fait, enfin voilà, je pense que ça fait partie des trucs qui font que. Après, pour être très honnête aussi, je fréquente beaucoup de gens avec qui je pense que je suis en accord sur ces questions-là et qui ont une définition de la virilité qui est proche de la mienne. Je pense que si j'allais dans une réunion de mascu, je sais pas si j'aurais l'air viril, tu vois. Mais en tout cas, dans mon milieu social, eh ben, je suis plutôt, je pense, identifié comme quelqu'un de plutôt viril. Et même moi, j'ai la sensation de plutôt l'être. Ok. Et ça, c'est une sensation que t'as depuis que t'es petit ou pas forcément? Non, parce que est-ce qu'on peut être viril quand on a un enfant? Bah, en fait, c'était plus dans l'idée de, je pense, après, je ne suis pas concernée parce que je suis une femme, mais je pense que, bah, que ça soit les hommes ou les femmes, on est éduqués, surtout qu'on est à peu près de la même génération, dans une certaine idéologie de, bah, une femme c'est ça, un homme c'est ça. Genre, Ouais. un homme, ça doit pas pleurer. Un homme, bah, il doit avoir de la force. C'est à l'homme qu'on Mhm. va demander d'ouvrir le pot de confiture. Tu vois? Parce qu'on a des gros biceps. Eh bah oui, vous êtes costauds, vous êtes de Bah bonhommes. ouais. Et ben du coup, non, je pense. Ouais, et puis en fait, je sais pas comment dire. Je sais que fondamentalement, j'ai plutôt tendance à l'être, mais moi, c'est pas du tout un problème dans ma vie. Enfin, c'est pas du tout une question. C'est pas du tout un, et, euh, et j'ai beau avoir tendance à l'être, j'ai aucune difficulté à pleurer, beaucoup trop pas de difficulté d'ailleurs. Enfin, je veux dire, je peux pleurer pour vraiment des trucs qui, la plupart des gens me regardent en mode, t'es sûr que ça t'émeut, mec? Parce que là, quand même, ça pas grand-chose. J'ai pas de difficulté à exprimer mes émotions, même si c'est quelque chose qui est pas là non plus depuis des années et des années. C'est quand même un truc, voilà. J'essaie de justement pas me mettre en avant en tant qu'homme. Donc, si tu ne me demandes pas d'ouvrir le pot de confiture, je n'ouvrirai pas le pot de confiture pour toi, tu vois ce que je veux dire? Et puis je pense que même si tu me demandes d'ouvrir le pot de confiture, je ferai essayer plus fort d'abord, tu vois. Et donc c'est un peu particulier. Maintenant, je pense que, disons que quand je me promène dans la rue, les gens pourraient penser que je peux avoir une certaine forme de virilité. Je crois. Je dis
ça, j'en sais rien, faut demander aux gens. Hein. Ça, comme dans le truc de relooking. Je fais genre un micro-trottoir, là. Nouveau look pour une nouvelle vie. Bah, à nouveau look pour une nouvelle vie. Quand les gens, ils passaient comme ça, ils disaient « Ah ouais, quand même, elle est pas bien habillée. » Non, mais là, ses cheveux, ça va pas, faut faire quelque chose. Hein. Là, on dirait qu'elle a 47 ans, en fait, ça l'a fait. Ah, elle en a 27? Ah, ouais. Je vois très bien. Je vois qu'on a une bonne culture télévisuelle. Ah, t'as dit qu'on était de la même génération. Ouais, j'ai 34 ans, moi, donc... Bah ouais, bah voilà. Donc, Christina, on la connaît, quoi. T'as grandi avec quel exemple? Parce que, bon, pour moi, virilité, effectivement, va avec masculin. C'est la définition que t'as donnée, et c'est aussi la définition du dico. Et dans l'esprit général, je pense que c'est beaucoup de ça. Du coup, toi, est-ce que tu as grandi avec des exemples masculins? Et est-ce que ces exemples masculins dégageaient ce truc de virilité que t'as pu ressentir ou pas du tout? Eh ben, ouais, bah déjà, il y a mon père et mon plus vieux frère. Un peu moins celui, en fait, mes deux frères et mon, genre, en fait, j'ai deux grands frères, l'un qui a 7 ans de plus et l'autre qui a encore 7 ans de plus, donc 14 ans de plus que moi. Donc quand même une grande tranche d'âge, tu vois. Et mon père aussi, qui est mort quand j'étais enfant, quand j'avais 9 ans, mais qui est mort à 55 ans. Et enfin voilà, disons que j'ai vu plusieurs stades de la vie. Et on a tous les quatre, justement, un peu ce dont je te parlais tout à l'heure. Ce côté résolution de problèmes, ce côté... on est vite in charge s'il y a un problème, tu vois. Et puis même, alors, bah, du coup, moi, c'est un truc dans lequel je me retrouve moins, même dans le rapport, justement, aux conquêtes, etc. Même s'ils ont changé parce que ils vont se remettre en question et tout ça, mais mes frères ont déjà eu des manières de percevoir la gente féminine dans laquelle je ne me retrouve pas aujourd'hui. Et ouais, ce genre de trucs qui, enfin, je sais que c'est pareil, ils sont et ont été vus comme des hommes plutôt virils. Maintenant, vu qu'on a des âges très différents, j'ai vachement, en fait, j'ai pas beaucoup grandi avec mes frères, enfin, même le plus jeune est vite parti genre à la fac, tu vois. Et parce qu'à 7 ans d'écart, tu vois, ben, en gros, quand j'avais 11 ans, lui, il avait son bac, quoi. Et mon père, bah, comme je te dis, il est mort quand j'étais relativement jeune. Donc j'ai surtout grandi avec ma mère, qui m'a pas du tout élevé là-dedans. Qui est pas du tout... Enfin... En fait, j'avais des fois une place qu'on peut donner à celle d'un homme, mais en fait, c'est juste parce qu'il fallait une deuxième paire de bras en plus. Et du coup, j'étais des bras, mais j'aurais été une femme, j'aurais pris le même rôle. T'aurais été des bras aussi. J'aurais été des bras aussi, il faut juste 2 personnes pour porter ce truc-là, tu vois, ça n'a rien à voir avec mon genre. Mais voilà, et en fait, par contre, pour ce qui est modèle plus genre célébrité, référence culturelle, etc., je pense que c'était pas du tout le cas. Parce que quand je vois ce que j'écoutais, ce que je regardais, j'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, par exemple, du coup j'ai beaucoup de références de personnages ou d'acteurs ou d'actrices, du coup, mais voilà. Et c'est pas du tout, moi par exemple, j'ai toujours été super fan de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, je le trouve à la fois super viril, mais à la fois pas du tout dans cette version de la virilité à laquelle on pense en premier. Je vois pas Jeff Goldblum couper du bois, tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais quand tu le vois dans Jurassic Park, allongé sur le côté avec sa chemise ouverte, tu peux pas dire qu'il est pas viril. Il se passe quelque chose, c'est vrai. Il se passe... Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça que j'aime bien qui sont un peu là-dedans. Genre j'adore aujourd'hui, par exemple, encore William Dafoe. J'ai l'impression qu'il y a c'est bête ce que je veux dire. Genre, il y a de plus en plus de représentations comme ça, où la personne, enfin l'homme fait viril et en même temps, bah, il remplit pas les cases sociales, je mets des guillemets, mais de la virilité qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Je pense à des mecs genre comme Timothée Chalamet. Tu vois, il fait très juvénile, il est très mince, il est pas musclé. Enfin, tu vois, il remplit pas tous ces trucs de la virilité habituelle. Et pourtant, bah, je suis désolée, mais moi, je trouve que ça va. C'est un mec viril, quoi, tu vois. Alors, c'est sûr que c'est pas Henri Cavill en mode Superman, gros muscle, poilu, gna 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 gna, tu vois. Ouais. Mais c'est un autre genre, quoi. Timothée Chalamet m'évoque pas ça. Ok, il t'évoquerait plus quoi? Bah, en fait, je pense que justement, quand tu parlais du terme juvénile, en fait, je pense que je pensais à ça quand tu me demandais aussi, quand tu me disais machin enfant et tout ça.
pour moi, ça vient quand même peut-être avec une certaine forme d'âge, et je pense que je le prends un peu trop pour un minot. Pour moi, enfin, je sais même plus quel âge il a, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il aura pendant très très longtemps 18 ans, tu vois. Et du coup, je trouve que le côté euh, adolescent, enfin, tu vois, Ouais, je vois très bien. j'ai du mal à trouver un adolescent viril. Ça me vient pas facilement en tête, le côté. Et du coup, quand tu vois les définitions que tu donnais tout à l'heure de la puissance sexuelle, eh ben peut-être que y a un parallèle que je fais inconsciemment avec aussi une maturité sexuelle ou un truc comme ça. Mais tu vois, je me vois mal voir un enfant de 10 ans et me dire ah ça c'est un bonhomme, tu vois. Ouais, ça sera bizarre. Tu te dis c'est un petit mec, il se comporte, tu vois, il tend vers le fait d'être masculin ou un homme ou enfin peu importe la manière enfin ce qu'on veut mettre comme étiquette dessus. Mais tu te dis pas il est viril. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Après, bon, parenthèse sur Timothée Chalamet. Désolé Timothée s'il t'écoutera jamais ce podcast, mais euh, on sait son âge, tu vois. Enfin, on sait que ça va, c'est pas un gamin, donc le côté qui peut être un peu trigger en mode kiff sur les enfants, tu vois, n'a pas lieu sur ce genre de truc. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu dis que oui, tu vas pas trouver un enfant viril. Enfin, au pire, Ouais. tu vas te dire, il cherche à faire comme quelqu'un, tu vois, faire comme son père, comme son oncle, comme qui il veut. Mais effectivement, à aucun moment tu te dis, ah, il a 10 ans, bah, dis donc, qu'est-ce qu'il est viril déjà? Ça serait bizarre. Je vois très bien ce que tu veux dire par rapport à la maturité sexuelle, quoi. Pour faire même peut-être un parallèle, c'est un peu comme féminine. Je me vois pas me dire d'une gamine de 10 ans, ah, elle est vachement féminine, tu vois. Et pourtant, elle peut être maquillée, ce que tu veux derrière, j'en sais rien, tu vois. C'est pas Ouais. pour ça que je. Et je pense qu'il y a des gens, sans du tout avoir de problème avec eux, hein, ça n'a rien à voir, en aucun cas un jugement de valeur. Mais ouais, bah, beaucoup justement de célébrités, comme tu disais là, comme Todd Holland ou Tobey Maguire, j'y pense, parce que du coup, Spider-Man, tout Non, ça, Spider-Man, ouais. tu vois. Un peu ce genre de gars-là m'évoque, je crois, un peu trop des enfants, des fois, même si Tobey Maguire, il est quand même vachement plus âgé, non? Ouais, carrément, ouais. Mais je sais pas, ouais, pour moi, Timothée Chalamet aura jamais la vibe euh, de, euh, de Javier Bardem. Tu vois. Pour être Ouais, dans ouais, une ouais. pour être dans une thématique d'une. Euh, Ouais, non, mais je trouve que c'est un bon exemple. Enfin, ça m'a fait tilt, tu vois, quand tu l'as dit. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi quelque chose avec ça. voilà, je pense que c'est peut-être une construction régionale, tu vois, de gens occidentaux. Mais quand tu regardes, par exemple, au Japon, où t'as vachement le truc du bishonen et du shonen et tout ça, tu vois. Mais enfin, pas en termes de type de manga, mais en termes de type de personne. Et ben, c'est une version de la masculinité et de la beauté masculine qui ressemble vachement à ce que nous, on pourrait appeler de la virilité, sauf qu'elle est complètement à rebours de ce nous, on accole sur cette étiquette-là. Et Timothée Chalamet, pour moi, elle est pieds joints là-dedans. C'est vraiment un cliché occidental, du coup, mais un cliché de ce type de masculinité, de ce type de. Oui, oui. Et de toute façon, on a le même genre de cas sur la féminité, enfin, sur ce que c'est une Oui. femme, la féminité, etc. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que je pense qu'aussi que selon la région du monde où tu habites, les critères vont pas être les mêmes, tu vois. Donc, forcément, ça joue aussi. Et bien sûr, on le voit avec notre prisme et de ce qu'on est et de où on vit et aussi de notre milieu social, de notre éducation, etc. Enfin, il y a plein de choses qui jouent, hein. Mais toi, t'as déjà ressenti genre une sorte de pression à être un mec viril? Est-ce que ça a déjà été too much, tu vois? Alors, j'ai bien compris hein, que c'est pas un truc où tu te posais forcément la question régulièrement, en tout cas. Mais est-ce que bah il y a de la pression aussi à être cette étiquette de je suis un mec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Je pense que aujourd'hui, on n'est plus du tout, parce que je fréquente que des gens comme moi. Et dans le passé? Par contre, dans le passé, je pense que justement, et c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient juste de dire sur l'enfance et tout ça, mais au collège, ou un peu peut-être au lycée ou quoi, carrément plus. Peut-être que justement, il fallait avoir l'air d'être des adultes, et du coup, quand t'es un homme accompli adulte, et ben il faut que tu sois viril, machin, je sais pas trop, mais c'est beaucoup plus le genre de truc que je ressens en cours de sport, tu vois, qu'aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, où en fait ce serait presque le pendant inverse avec les gens que je fréquente. Justement, si j'étais vraiment dans beaucoup de virilisme, je pense que on me dirait plutôt mec
Ok. Tranquille, tu vois. Je pense pas en avoir ressenti beaucoup plus que ça, très franchement. Ok, même alors bah aujourd'hui t'es artiste, mais je sais pas si avant t'as fait d'autres boulots par exemple. Et est-ce que tu sais parfois suivant le métier qu'on peut faire, on peut aussi ressentir ça pour X ou Y raison. Après ça dépend aussi du secteur d'activité. Hein, En fait, je sais pas comment dire, je suis régulièrement confronté. Par exemple, quand tu parles dans ce métier et tout ça, j'ai pendant pas mal d'années, mon travail d'étudiant, etc., c'était de bosser dans un parc d'acromanche. J'ai fait ça pendant vachement longtemps, et mes collègues étaient enfin, sont super en général, etc. Mais du coup, on était d'horizons très différents, vraiment avec des chemins de vie vachement différents. Bah, typiquement, tu demandes les études, ils font chacun des études qui travaillent dedans, t'as de tout. Et bah, c'est vrai que le rapport à enfin, cette espèce de compétition masculine avait beaucoup plus cours que pendant mes études, par exemple, où j'étais aux Beaux-Arts, et ça n'avait vraiment pas trop lieu d'être. Maintenant, j'avoue que je qualifierais pas ça de précieux. Je me suis jamais senti, j'en sais rien, moi, moqué, mis de côté, dévalorisé, parce que, j'en sais rien, je vis mes émotions et je les partage, parce que je mange pas de viande. Mais tu sais, enfin, bon après c'est vrai que c'est un sujet que je fais aujourd'hui que je maîtrise pas parce qu'en fait ça ne me concerne pas. C'est aussi ça qui change aujourd'hui dans le podcast. Parfois j'imagine que ce qu'on peut vivre en tant que femme, vous pouvez aussi le vivre en tant qu'homme, surtout que pas comme tu disais, tu vois, l'adolescence où il peut y avoir ce truc effectivement dans les vestiaires. Entre mecs, j'en sais rien, tu vois, de se dire ah mais toi t'as pas encore de poils, ouais mais moi si, regarde j'en ai. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Je sais pas si ça existe en fait chez les ados hommes. Je crois que ça, c'est un peu fantasmé quand même. Ok. Mais par exemple, pour parler extrêmement crûment, la taille de la bite, c'est une vraie question pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais. Genre vraiment beaucoup. C'est pas un cliché, ça du tout. Ok. Je l'ai vu plein de fois, encore plus via mon activité de photographe, parce qu'en fait, je suis aussi, enfin, en gros, je fais pas mal de photos de gens nus, dont des hommes. Et je vois bien que la tronche de ce qu'ils ont entre les jambes est une question pour eux, alors que bon, j'ai photographié significativement beaucoup plus de femmes. Jamais une femme m'a fait une réflexion sur l'aspect de ce qui se passe entre ses jambes, si c'est bien, c'est pas bien, c'est machin, ces trucs. C'est pas pour autant que c'est pas une problématique pour elle, hein, mais en tout cas, on va se rendre bien compte que dans le cas présent, c'est pas la question, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes où il y avait un truc où c'était par rapport à moi parce que j'étais un autre homme. Ouais, il y avait un truc de comparaison, quoi. Il y avait un truc de comparaison, et c'est ça où, tu vois, le nombre de conquêtes, Mm. clairement, tu vois, au collège, pécho des meufs, enfin voilà, si tu veux te valoriser socialement auprès des autres hommes, c'est quand même, voilà. Typiquement, on te sait mentir sur ta première fois et des trucs comme ça, dire que c'est arrivé. C'est un truc de compétition comme ça masculine qui est vachement court. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu arrêté de le ressentir très vite, quoi. Et maintenant, quand je rencontre un garçon qui m'évoque ça, bon, en fait, je le mets tout de suite de côté, soit dans le moment social qu'on passe, soit dans ma vie tout entière. Et voilà, parce qu'en fait, je trouve ça tellement inutile, vraiment très très concrètement inutile, que pour moi, ça témoigne d'une vision du monde dans laquelle je me retrouve pas assez pour pouvoir donner du crédit. Ouais, pas donner d'énergie à ça, quoi. Ah ouais. Ok. Ça, c'est un peu comme si toi, t'es fan de Formule 1 et moi, je suis fan de golf. Aucun de nous deux a vraiment un problème avec l'autre truc. Mais bon, tu vas pas devenir fan de golf et moi, je vais pas devenir fan de Formule 1 juste pour... Tu vois, Putain, je suis tellement déçue, Geoffrey. pourtant, tu vas bien dans une Formule 1, tu vois. Mais non, mais voilà, je crois pas tant que ça, quoi. Enfin, il faut que tu montres que t'es un mec et tout ça, mais quand t'es jeune, et peut-être que si j'étais dans un milieu, tu vois, je sais pas, peut-être que si j'étais VRP d'une grosse boîte et qu'on était plein de VRP, et ben l'ambiance, ça serait pas la même. Mais aujourd'hui, Je pense effectivement que ça dépend de où tu vis au quotidien. J'imagine, et encore là, c'est sûrement que mon imaginaire, tu vois, j'en sais rien, mais j'imagine que des hommes qui travaillent dans le monde du BTP, enfin, genre dans le monde du bâtiment, bah, j'en sais rien, mais moi, tu vois, dans mon cerveau, je me dis, bah, ça, c'est des mecs où, tu sais, ça va se talonner un petit peu, ça va sûrement plus se comparer et tout, sans rabaisser quoi que ce soit, hein, voilà, c'est pas un jugement de valeur du tout.
Mais j'imagine que c'est des milieux où, justement, vu que c'est que entre hommes, principalement entre hommes, il y a peut-être un peu cette compète, tu vois, qui se met en place. Et que là, sans le vouloir, ouais, il y a une espèce de pression, peut-être même sans s'en rendre compte, hein, mais qui se met, quoi. Tu vois, on en revient à ce que je disais au début. Pour moi, en fait, il y a vraiment une problématique chez les hommes d'être validés par les autres hommes. C'est un truc limite, littéralement, limite homo-centré, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté, tu regardes les plus grosses figures viriles, enfin des gars dont tu te douterais à aucun moment de leur virilité, bah, il y en a plein, c'est un peu des icônes gays, hein. C'est vrai. Mais c'est vrai. Hein. En vrai, quand tu réfléchis, je sais pas, moi, tu vois, on était sur M6 et Christina Cordula. Tu prends Philippe Etchebest. Philippe Etchebest, tu vois, bon, j'aimerais pas qu'il me mette une tarte dans la gueule. On est sur un mec trapu, voilà, il fait du rugby, tu sens qu'il faut pas venir lui souffler dans les couilles, en gros. Tu vois, il a sa barbe, il est un peu bourru, même sa tête, elle est un peu, tu vois, il a un peu une tête de... Bah, il a voilà, une tête à mettre des coups de tête. Tu il vois. a une tête à mettre des coups de tête. J'ai pas envie qu'il me mette un coup de boule non plus. Non. Et puis il est chef de brigade dans une cuisine, chef de brigade en plus. Vraiment la cuisine à la française avec ce côté très militaire, machin. C'est lui le chef, il est meilleur ouvrier de France. Tu vois, il est... Philippe Etchebest, il y a du faux porno qui a été fait avec lui, c'est du porno gay, quoi. T'as fait. Incroyable. C'est du deepfake, machin. Bah, c'est un porno gay. Et je pense que... Alors, je sais qu'il y a plein de femmes qui aiment bien Philippe Etchebest, mais je sais qu'il y a plein d'hommes aussi qui aiment bien Philippe Etchebest. Très certainement. Enfin, ouais. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. J'avais vu une vidéo il y a pas très longtemps d'un gars qui, en fait, qui fait des sweats avec genre des couvertures et tout ça. Et il y a un mec qui lui a mis en commentaire que, en gros, genre, il s'habillait comme une femme ou je sais pas quoi. Et du coup, il a vu sa photo de profil, et sur sa photo de profil, il est habillé avec un jean, un t-shirt noir et une veste en jean. Et le gars fait un petit réel en réaction à ça où il dit, c'est marrant parce qu'en fait, là, moi, tu trouves que je suis habillé comme un mec, genre, homo ou je sais pas quoi. Sauf que toi, tu t'habilles exactement comme les homos s'habillaient 10 ans avant. Dans les années 80, en mode Freddie Mercury. Sauf que c'est arrivé, enfin, il y en a eu suffisamment qui l'ont fait pour que les autres hommes finissent par se dire c'est bon, c'est ok de s'habiller comme ça. Exactement. Et voilà, c'est pour ça, moi, quand j'entends ça, ça me fait plaisir et ça me conforte dans ce que, tu vois, j'ai plein de trucs, moi, justement, je m'habille des fois, genre, je mets des croc-tops ou des trucs comme ça qui probablement feraient lever les yeux au ciel à plein de mecs, des bonhommes, tu vois. Et ben, je me dis, m'en fous, je te fais couvrir la voie. Je sais pas. T'as bien raison. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de toutes ces représentations qui étaient identifiées comme homosexuelles, gays, etc. Et qu'aujourd'hui, effectivement, tu vois, t'expliques que en fait, ils se sont dit bon tout le monde le fait, c'est bon, je peux le faire. Les non-gays, entre guillemets. Et que tu vois, t'es dit toi-même, moi parfois ouais, je porte des crop tops et je me dis si ça peut ouvrir la voie, tant mieux. Mais je trouve que c'est aussi certaine forme de courage, tu vois, de se dire oui, je vais peut-être me prendre des critiques, peut-être qu'on va se moquer de moi, peut-être qu'on va lever les yeux, etc. Mais dans 10 ans, tu vas le faire aussi, frérot, tu vois. Et je trouve quand même que c'est un peu couillu, tu vois. C'est peut-être pour ça que tes potes disent ouais, t'es viril. Certes, mais il y a aussi, je pense, toute une composante, encore une fois, d'âge, de milieu social, tout ça. Je pense que je le fais parce que je sais que je peux me le permettre et que, justement, ce sera plus salué que moqué. Probablement qu'effectivement, si je bossais dans le BTP, même si j'étais où, je sais pas où, si j'étais dans une école militaire, par exemple, je serais un peu plus frileux à faire ce genre de move. Et puis, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans passés. Que mon t-shirt ne plaise pas à certaines personnes, franchement, j'aurais probablement jamais dit ça tu vois, à 20 ans, je pense que c'est pas le genre de propos que j'aurais tenu. Ouais, mais je comprends. Mais il y a aussi ça. Je pense qu'aussi en prenant de l'âge, on s'assume aussi plus et puis on s'en fout un petit peu, voire beaucoup plus de ce que les autres peuvent penser et des dictats que la société peut nous mettre sur les genoux, quoi. Ouais, tu sais, il y a un peu la phrase de... Quand je regarde des gens avec qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment, tu vois. Ah, je t'aime bien. C'est un peu ça, il y a ce côté, bon, si tu trouves ça cool, mettre un crop top, c'est que manifestement on n'est pas potes, donc je m'en fiche que tu te plaises pas, quoi, tu vois. C'est pas faux, c'est pas faux. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Parce que je pense qu'on va arriver sur la fin de cet épisode. Non, si jamais il y a des hommes qui ont un peu des doutes sur leur virilité, etc.,
Je pense sincèrement que le fait d'être soi-même, c'est finalement l'un des meilleurs moyens d'être OK avec soi-même. C'est un bon moyen d'être viril. Et c'est un bon moyen en plus d'avoir les trucs genre les masculinistes ou les virilistes veulent. De la reconnaissance sociale, la reconnaissance des femmes, les conquêtes amoureuses, les machins comme ça et tout ça. Moi, j'ai l'impression que plus je suis en accord avec moi-même, mieux ça se passe. Et je pense pas que je sois accablé très 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 différemment des autres gens, peu importe leur genre. Donc voilà. C'est un bon mot de la fin, je trouve. Bah ouais. Je trouve que dire ce qu'on pense sans pour autant pas faire preuve d'empathie, etc. hein, mais savoir exprimer ses sentiments, etc. C'est une bonne manière d'exister socialement. C'est ce qui fait défaut aux personnes qui s'inquiètent de leur virilité. Mais on leur fait quand même des cœurs, ils peuvent changer, hein. Ouais, justement, moi c'est bien parce que je sais que ça va avec une certaine forme de détresse et d'insatisfaction de la vie et tout ça. Que je dis ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'acheter des formations ou d'avoir une Lamborghini ou une mâchoire ou une jawline, tu vois, de giga Chad pour réussir sa vie, faut être heureux en amour ou sexuellement ou ce que tu veux, tout ça. Déjà, si tu commences à être bien dans ta peau et à réussir à être toi-même avec les gens, c'est un très bon début, je pense. En général, c'est souvent ce que je dis, c'est être bien avec soi-même, c'est déjà être bien avec les autres. Enfin, c'est que tu seras bien avec les autres, quoi. Ce serait mon petit mot de la fin. Plein d'espoir. Merci beaucoup, Geoffrey, en tout cas. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. J'espère que vous êtes toujours là, parce qu'on continue avec Florian. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec Florian pour avoir son retour, son point de vue et son avis en tant qu'homme sur ce que c'est la virilité. Salut Florian et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Est-ce que tu serais OK pour te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent ? Salut Pauline, oui carrément. Du coup, moi c'est Florian, j'ai 31 ans, je suis breton. Et fier de l'être. Et fier de l'être évidemment. Et également ce qui est important d'autant plus pour la thématique de cet épisode, c'est que je ne suis pas hétérosexuel. Ça a du sens d'autant plus, ouais. Ok, tu te catégorises, désolé d'utiliser ce terme, mais tu te catégorises en tant que homosexuel, bisexuel, pansexuel, tu ne te catégorises pas. Ouais, je me catégorise pas. Ok. Je suis passé par toutes les étapes et en fait maintenant je me dis à quoi bon. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc du coup je préfère dire que je ne suis pas hétérosexuel. Et du coup, Florian, grosse question, mais c'est quoi pour toi la virilité ? C'est quoi pour toi un homme viril ? Un homme viril, je ne sais pas, mais la virilité pour moi c'est un des outils du patriarcat qui englobe les pseudo-caractéristiques qu'on attend les caractéristiques clichés, d'autant plus qu'on attend d'un mâle alpha, avec un grand M, une sorte de masculinité exacerbée que tu peux fièrement afficher si tu remplis suffisamment de critères que la société met derrière ce qui est un homme avec un grand H, quoi. Je vois très bien. Ça serait quoi un mâle alpha ? Parce que je pense qu'on a tous un peu notre définition, tu vois, du mâle alpha. À quoi il ressemble, quoi, l'archétype. Ouais, vraiment, comme je le dis, le cliché d'un homme, on imagine ça hyper musclé, hyper sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, il marche tête baissée parce qu'il sait où il va, il sait comment il va y aller, il est sûr de lui à chaque instant de sa vie, quoi. Je vois, exactement. Moi, c'est pareil, je le vois un petit peu en mode un bonhomme, tu vois, grand, costaud, en mode j'ai des gros muscles, je suis là, et pas la tête baissée, au contraire, la tête bien haute, en mode regarde comme je prends de la place dans l'espace, tu vois. Oui, moi, je sais qui je suis, j'y vais. Et effectivement, il y a aussi un peu cet aspect de prise de décision. Moi, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Non, t'inquiète, on va aller là, je sais de quoi je parle et tout. Est-ce qu'ils savent vraiment où ils vont? Genre, moi, c'est ça, c'est pour ça que je me dis, et qui ils sont? C'est pour ça que je me dis tête baissée, parce que je sais où je vais, mais je regarde pas trop autour, parce que j'ai peur aussi qu'on me fasse qu'on me dérange, entre guillemets, dans ma masculinité et dans qui je pense être. Et je pense qu'il y a de ça aussi, il y a le fait oui, ils se persuadent de savoir où ils vont et qui ils sont, mais je suis pas sûr que vraiment l'homme avec un grand H viril sait qui il est, quoi. Et toi, du coup, tu te considères comme viril ? Si jamais on reprend la définition exacte, parce qu'elle est catastrophique, cette définition, oui. Dans le sens où si par les attributs d'un homme, parce que du coup je suis hyper à l'aise avec mon genre, et avec le fait d'être un garçon, donc à ce moment-là, oui.
Mais sinon, non, je me considère pas comme quelqu'un de viril et c'est pas l'image en plus que j'ai envie spécialement de donner autour de moi. Ok. Je sais pas si t'as déjà regardé tout simplement la définition de la virilité dans le Zico. Si, j'ai regardé et puis, le fait de correspondre, je sais plus, C'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme. L'homme avec le voilà, petit H, donc des garçons, quoi. c'est pour ça que je te dis, si jamais on suit ça, j'y corresponds parce que je suis à l'aise avec mon genre, avec le fait d'être un homme. Mais sinon, quand on reprend tous les clichés qu'on peut mettre derrière et tout ce qu'on sous-entend maintenant dans notre société, non, je suis pas hyper à l'aise avec le fait qu'on pointe du doigt et qu'on me dise regarde comme il est viril, surtout que, c'est pas l'image que j'ai envie de donner, quoi. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, t'es dans la trentaine. Est-ce que, et aujourd'hui, apparemment, t'es très à l'aise avec cette non-virilité, avec cette image, etc. Mais est-ce que plus jeune, t'as déjà pu ressentir une certaine pression de, t'es un garçon, il faut que tu sois viril, tu vois? Ouais, je pense de la société de manière plus générale et même dans ce que je me suis noté, j'ai l'impression que c'est surtout à l'école. J'ai ressenti ça, pas tant dans le cadre familial, en tout cas avec mes parents, parce que j'ai toujours pu faire ce que je voulais et dans le sens où effectivement depuis petit je corresponds pas à ce qu'on attend d'un garçon. J'ai un grand frère et du coup je vivais avec mon papa et ma maman qui sont toujours ensemble et du coup mon père qui fait du foot tous les dimanches, qui a des copains, et mon frère footeux qui adore le foot et du coup moi parmi ça j'étais celui qui voulait faire les beaux-arts et qui voulait faire des études de théâtre, quoi. Donc, autant te dire que ça peut chambouler un petit peu. Mais pour le coup, j'ai jamais ressenti ça de la part de mes parents en mode, en fait, non, là, on est samedi, et mercredi, t'as entraînement de foot. Mes parents m'ont jamais du tout amené de là-dedans et encore heureux. Alors, mercredi, t'as karaté. Samedi, t'es en Ouais, foot. Et dimanche, t'as la boxe, mon petit pépère. Non, du coup, j'ai jamais ressenti ça, mais ouais, pas tant même en primaire, mais je pense qu'au collège, ouais, t'as ce truc qui arrive où du coup, tu rentres dans une phase de séduction où les garçons courent après les filles et vice-versa. Et donc, du coup, t'es vachement attendu et on épie vachement tes comportements pour voir est-ce que tu corresponds à ce qu'on attend d'un garçon. Et en fait, moi là, c'est là que je me suis rendu compte que les gens savaient avant moi, enfin en tout cas prétendaient savoir avant moi qui j'étais. On m'attendait au tournant en me disant non mais là Florian, enfin non, tu peux nous dire que t'aimes les garçons. Je suis en 5e, je suis 1m48, j'ai pas mué. Et du coup je suis là, en fait je pense pas, je sais pas. La société me dit que je vais être entouré que de filles, que je vais me marier avec une fille quand j'aurai 25 ans et que j'aurai des enfants. Donc selon moi, je crois pas. Mais du coup, ouais, j'ai ressenti ça, et même au-delà de l'aspect purement sexuel, garçon, société hétéronormée, j'ai eu ce truc-là où j'ai essayé de me souvenir un petit peu de moments forts où on m'a rappelé un petit peu à l'ordre, entre guillemets, dans ce qu'étaient les codes de la virilité quand j'étais plus jeune. Et effectivement, j'ai un souvenir je suis tout petit, mes grands-parents du côté de mon père me demandent ce que je veux faire plus tard, et du coup, je dis hyper naturellement dessinateur. Parce que pour moi, vraiment, j'avais un truc avec l'illustration, la bande dessinée. Du coup, pour moi, je voulais être dessinateur de bande dessinée, mais sauf qu'on me demande ce que je veux faire, je dis dessinateur. Et là, mon grand-père me regarde et me dit dessinateur industriel. Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'écrire des histoires, de dessiner des personnages. Et du coup, vraiment, ce truc-là où en fait, on dit non, ça sera dessinateur industriel parce que les codes, les mathématiques, un truc très raisonné, rationnel. Alors que moi, au contraire, j'avais plus une envie artistique derrière tout ça, mais très vite, on te dit non, tu vas faire un truc raisonné, où on va parler mécanique. C'était pas du tout là où je voulais aller, quoi. Alors, je rebondis sur plusieurs choses, parce qu'il y a plein de trucs hyper intéressants dont tu as parlé. Déjà, je reviens sur ce truc de t'es au collège, t'es en 5e, on te dit non, Florian, toi, t'aimes les garçons. Alors que, t'en sais rien. Mais excuse-moi, mais t'es qui pour me dire qui j'aime pas? Clairement, ouais. Et puis, je sors un peu du thème, tu vois, mais je trouve qu'on sexualise tellement trop vite, en fait. T'es en 5e, t'as quoi? T'as 12 piges, 13 piges? Et on est déjà en train de te dire, toi, ta vie sexuelle, ça sera avec tel genre, telle personne. Est-ce qu'on peut arrêter? On a 13 ans, en fait. Je trouve ça incroyable. C'est aussi une époque, j'ose espérer que maintenant, et j'ai l'impression que ça allait un peu davantage, bien que ça reste toujours compliqué, mais je pense que
Maintenant, on met plus de forme dans l'éducation. Enfin, là, je parle d'une période où on était en 2005, où c'était un peu, il y a 20 ans, on était encore bien loin des schémas qu'on essaye d'atteindre aujourd'hui. Et je pense que d'autant plus, il n'y avait pas du tout d'accompagnement ni par les profs, et du coup, qui dit pas par les profs dit en tant qu'élève, on était un peu perdu dans justement c'est quoi les garçons, c'est quoi les filles, à part le fait de se courir après dans la cour et de jouer à les filles attrapent les garçons et les garçons attrapent les filles. Ouais, j'ose espérer que maintenant ça a un petit peu évolué quand même. J'espère. J'ai l'impression aussi, mais après, c'est vrai que j'ai pas, tu vois, j'ai 2 nièces, mais elles sont encore petites. Elles ont 8 et 4 ans, donc c'est encore trop tôt, tu vois, donc je me rends pas compte. Et c'est vrai que je côtoie pas de personnes adolescentes. Donc, je me rends pas compte de comment c'est aujourd'hui. On est à peu près de la même époque. Moi, j'ai 34 ans, je suis née en 90, donc on a vécu la même période. Et c'est vrai que, oui, c'était très hétéronormé, comme tu l'as très justement dit. Et puis, c'était très, bah, alors pourtant, ouais, c'était les années 2000, mais c'était encore très, oui, non, mais les filles, elles s'habillent bien. Et puis, bah, les garçons, ils vont faire du vélo, ou du foot, ou du basket. Et on a grandi avec toutes ces idées-là, en fait, que, bah, le garçon, il a ses tâches à lui, et les filles, elles ont leurs tâches à elles. Et quand ça se mélange, c'est juste parce qu'ils sont amoureux, quoi, tu vois. Ah oui, c'est clair, ouais. Et j'ose espérer, enfin, en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça a évolué. Ensuite, je voulais revenir à ce que ton grand-père, du coup, te disait. Parce que ça, c'est aussi un vrai truc. J'aimerais bien qu'on l'aborde un peu. Ou ce truc qu'il y a encore aujourd'hui, des métiers pour les filles et des métiers pour les garçons. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une société informatique. Et je suis chargée de relations clients et marketing. Et je le vois, tu vois, genre... Donc, on fait des solutions de gestion pour les entreprises, donc des logiciels de comptabilité, par exemple. Et je pense que j'ai 95% de mes utilisatrices de comptabilité qui sont justement des femmes, tu vois. Parce que bah, c'est un boulot de femme de faire de la compta. Mais par contre, les DAF, donc le cran au-dessus, eh ben, c'est que des garçons, parce qu'on est des bonhommes, on a le pouvoir, tu vois. Et tout aussi comme ce qui est métier manuel, bah, en mécanique, on voit encore trop peu de femmes, par exemple. Et c'est vrai que sur tout ce qui est métier aussi politique, etc., il y a plus d'hommes que de femmes, etc. Donc il y a beaucoup d'inégalités par rapport à ça. Et je trouve aussi que, du coup, ça donne aussi cette image de virilité. Il y a un homme aussi viril, c'est un homme qui va avoir du pouvoir et de l'argent. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, clairement, et moi, moi, je suis également dans le secteur de la com market. Du coup, là, j'ai travaillé dans un assez grand groupe. On était 700 collaborateurs, mais tout confondu, pas uniquement au siège. Pareil, au marketing, on était une quarantaine, donc essentiellement des filles. C'est très féminin le marketing. Et du coup, les autres services nous appelaient l'îlot princesse, quoi. Parce que du coup, en termes de garçons, je pense qu'on était, 5, et je pense que c'est un grand chiffre. On était plutôt 4, je pense, vraiment dans un truc très opérationnel, et le 5e, c'était le directeur, quoi. Ok. Et ouais, du coup, le fait, enfin, d'un point de vue extérieur, rien que ça, le fait l'île aux princesses, enfin, ça ramène à un truc où tu nous imagines courir avec des tutus sur une île déserte, Des petits en rigolant entre nous, quoi. Non, mais c'est ça. Je vois Barbie princesse, quoi. Et ouais, même en études de com, du coup, pendant 5 ans, quand tu sors de là, on te fait plutôt comprendre que si jamais tu veux partir dans un truc plus masculin, faut que tu t'intéresses au marketing du sport, au marketing du luxe, quoi. Okay. Si vraiment tu veux faire un truc plus commun qui est dans la créa, tu sens que c'est plus compliqué parce que bah, c'est un truc plutôt féminin. Mais même c'est drôle quand tu regardes des écoles qui se spécialisent en vraiment marketing du sport. Enfin, du coup, tu te dis, ils essayent d'en faire un truc très niche et très... sans que ça rassure les hommes, tu vois, de se dire, ouais, je suis dans le market, mais je suis dans le market du sport. Un truc où ils retrouvent leur base solide. Dans le marketing, c'est un peu féminin, mais t'inquiète, je fais un truc de bonhomme, je suis dans le sport. T'inquiète. Ouais, c'est ça. Non, mais je te rassure. Je trouve aussi que ça véhicule vachement ce truc de virilité. Et aujourd'hui, c'est vrai que, bon, j'ai encore jamais dit le terme, mais un peu de virilité toxique, quoi, en mode... c'est toujours la même place pour les mêmes personnes et c'est complètement injustifié. C'est juste parce que c'est comme ça et c'est insupportable. Quel type, en fait, de représentation d'homme/viril t'as pu avoir, en fait, dans ton enfance et aujourd'hui? Est-ce que ça a aussi évolué, tu vois, cette représentation? En vrai, j'y ai pensé ces derniers jours et je me rends compte que j'ai beaucoup de représentations concrètes familiales. Donc, j'ai mon père et mon frère, comme je te l'ai dit.
Et rapidement, quand je suis né, j'ai un de mes grands-pères qui est décédé et l'autre dont j'étais très peu proche, donc pas de représentation au-delà. Et en fait, même d'un point de vue culturel, je trouve pas de représentation masculine. Et vraiment, genre, j'y ai pensé parce que je me dis, ça fait hyper cliché de dire, ouais, comme par hasard, le mec, il est pas hétéro et il trouve pas de représentation dans sa jeunesse. Mais du coup, j'étais là, ouais, j'ai jamais été fan quand j'étais enfant, j'entends, d'un garçon, enfin, d'un homme. Quand j'étais fan, c'était des trucs toujours hyper clichés, mais j'étais fan de Laurie. Enfin, j'étais, dans mes séries, les trucs préférés, genre, c'était Une Nounou d'enfer. Ah, tu vois, genre, J'adore. Attends, comment il que s'appelait le majordome dans La Nuit d'Enfer? Putain, j'étais fan Attends, il y avait Maxwell et il y avait Niles. Ah ouais. Non, mais il était génial. Ouais. Mais enfin, tu vois, je me rapportais que des personnages féminins et même dans mon entourage, du coup, comme je le disais, un papa qui était tourneur-fraiseur, donc un métier hyper manuel, les mains rugueuses, il portait des poids lourds, il n'utilisait pas les machines pour aider à porter parce que ça servait à rien. Un frère, du coup, qui était très garçon, qui était foot, qui traînait qu'avec des copains. Et du coup, ouais, quand j'ai cherché, je me suis dit, effectivement, je trouve pas de représentation d'un truc sain masculin quand j'étais petit, et au contraire que des figures féminines, et même en vrai, ça se ressent jusqu'au collège, lycée, même de ce point de vue-là. À la fin du lycée, j'ai commencé à avoir des meilleurs potes, fin lycée, mais sinon, toute ma vie, j'ai eu des meilleures copines, ça c'est sûr, je peux toutes te les citer. Par contre, un meilleur pote, ouais, c'est arrivé uniquement à la fin du lycée, et pareil, quand je réfléchis à mon souvenir le plus lointain en maternelle, tous mes copains voulaient jouer à Tortue Ninja. Et moi, j'avais la flemme. Du coup, je disais, ouais, moi, je vais faire Splinter. Tu vois, genre, j'avais pas envie de courir partout. Je faisais juste Laura qui faisait la cuisine et qui les attendait à la maison. Je participe parce que je veux pas être à l'écart, mais Ouais, c'est ça, tu vois. Mais franchement, j'ai pas envie de courir et de me salir. ça Donc, m'intéresse du pas. coup, faites les Tortues Ninja et moi, je fais Splinter qui fait des pizzas à la maison en vous attendant. mais, euh, mais ouais, ça, heureusement que ça a évolué un petit peu. J'ai l'impression que c'est vraiment à partir du lycée déjà où j'ai commencé à m'assumer dans ma masculinité qui n'est pas celle des autres, mais en tout cas qui n'était pas attendue comme on l'entend. Donc du coup, j'ai eu une copine au lycée pendant plusieurs mois et en fait, j'ai l'impression que le déclic, ce qui m'a fait me dire c'est bon, de toute façon là t'as plus rien à attendre, c'est le jour où une de ses meilleures copines est venue me voir en me disant bah écoute, elle vient d'apprendre que tu pouvais aussi aimer les garçons. Et du coup, elle a dit que ça allait pas le faire, quoi. Et ça, du coup, elle me l'avait pas dit de vive voix, mais du coup, je l'avais su un peu en snake. Et du coup, direct, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, faut qu'on discute, mais je préfère le faire. Et du coup, elle voulait attendre qu'on se voit en vrai. Et moi, je lui ai dit, je vais être mal à l'aise et je préfère le faire c'est pour les trucs de quand t'as 15 ans, t'es ado, déjà t'es pas à l'aise Bien avec ton sûr. corps avec qui t'es. Du coup, là, je me suis juste dit, je vais lui dire, écoute, on m'a dit ça, plutôt qu'on souffre l'un comme l'autre, on a 15-16 ans, écoute, on va arrêter là parce que, bah, effectivement, je sais pas de qui plus tard je peux tomber amoureux. Et si toi, t'es pas OK avec ça maintenant, je préfère qu'on se le dise au tel et du coup, c'est fini comme ça. Ce qui est déjà Et, très mature pour un gamin de 15 ans. Hein. oui, mais après, Pardon. tu sais, je pense qu'il y avait aussi une partie égo, tu vois, de me dire, j'ai pas envie qu'on me quitte pour ça et qu'après ça. Donc là, je me suis dit, on va couper court et c'est juste que c'était aussi. Enfin, je le rappelle, elle avait 1 an de moins que moi, donc si j'avais 15-16 ans, elle en avait 14-15. Et du coup, c'était aussi, maintenant, c'est devenu quelqu'un de très bien avec qui je discute régulièrement. On a été hyper proches pendant plusieurs années et c'était plus du tout un sujet. Et même elle s'est rendue compte de plusieurs trucs par rapport à ça. Mais c'est juste à l'époque, vraiment, on a 15 ans, quoi. Donc, on est des bébés. Donc, Là, on est des bébés, puis on grandit dans une société hyper normée. Et du coup, dès que ça sort un petit peu et qu'on ne connaît pas, qu'on sait pas, on est un peu en mode oula, ça me c'est fait ça. peur, je vais pas y aller. Ouais, non, mais clairement. Et du coup, ouais, au lycée, du coup, après ça, je me suis dit, tu sais quoi, d'autant plus que ça joue effectivement aussi dans ma construction. J'ai fait un bac théâtre, donc littéraire théâtre, où du coup, autant te dire qu'on cherchait aussi les hommes. On était déjà pas beaucoup, on était 16, du coup, en première et terme. Et on était, au grand max, on a été 2 ou 3 garçons, quoi, dans la classe. Et du coup, j'ai eu ce truc-là où je me suis dit, je suis entouré que de. En vrai, même si c'était en 2008, on était déjà, c'était plutôt déjà un milieu assez queer. Toutes les filles, pour une grande majorité d'entre elles, étaient soit bi, soit lesbiennes, ou en tout cas se posaient des questions sur qui elles étaient, et de manière assez ouverte, tu vois, c'était pas caché. Et même celles qui étaient hétéros
en tout cas, avait fait une introspection pour se poser la question de qui est-ce qu'elles étaient. Ouais, je vois très bien. Et du coup, en fait, moi, ça m'a poussé aussi à me poser des questions et à me dire, écoute, là, tu vas vivre maintenant le truc. J'ai pas envie d'avoir... j'entendais tellement de trucs chez mes parents où ils avaient des amis qui avaient 40, 45 ans et en fait, toute leur vie, ils avaient joué le rôle de l'homme modèle avec leurs femmes, leurs enfants. Et en fait, à 45 ans, bouleversement, ils rencontrent un homme et en fait, ils avouent à toute leur famille que depuis le début, ils se sentent pas hétéros et que du coup, ils se sont forcés à avoir une vie que moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre mes 40 ans. Et du coup, à 15-16 ans, j'ai commencé vraiment à assumer qui j'étais, mais presque à passer à la vitesse du dessus, à me dire, je veux être différent. Tu vois, genre, pousser les codes, à me dire, qu'on comprenne déjà quand on me voit qui je suis pour pas après qu'on arrive à poser des questions où je vais pas être à l'aise. Et du coup, j'étais dans un truc, on n'est pas des codes féminins du tout, mais en tout cas, on me voyait. J'essayais de faire en sorte qu'on me voit, qu'on sache qui je suis, entre guillemets, pas en mode rosta, mais en mode, oui, Florian, il est en L, et du coup, et j'ai l'impression que ça a jamais, du coup, été un sujet avec mes potes, tu vois. Il y a jamais eu ce moment où on fait un coming out, j'ai pas eu ce moment, et même dans ma construction non plus. Et ce qui a été un élément déclencheur, je réfléchissais à ça hier. Je pense que c'est horrible parce que du coup, c'est un truc horrible. Le mot est fort. Mais du coup, c'est un truc hyper cliché où du coup, même avec mes potes, c'est un running gag. Maintenant, c'est la série Skins. Tu vois, genre, c'était vraiment, t'avais un truc où ils se posaient pas de questions sur le genre de chacun, la sexualité de chacun. Qu'est-ce que c'était d'être un homme? Il y en avait aucun, ou alors très peu. Mais en tout cas, il cochait pas toutes les cases d'un homme viril. Quand tu réfléchis, il n'y en avait aucun qui était hyper musclé, hyper macho. Ils étaient tous hyper skinny, dans des styles hyper colorés. En soirée, ils embrassaient peu importe des mecs, des meufs. Et même les hommes pleuraient. Enfin, en vrai, j'ai vraiment des souvenirs de ça. Je sais pas si tu as vu. Sid, il a beaucoup pleuré, Sid. Ouais, tu vois, je pensais à Sid, tu vois, genre c'était un mec, un petit mec qui était pas un queutard, qui avait pas un body count de zinzin, et du coup qui était vachement dans ses émotions. Et du coup, je pense que malgré tous les clichés et toutes les blagues que je peux faire avec 15 ans de recul sur cette série où on était trop skins, où on mettait des slims verts et après on partait dans des skins parties. Mais on a la même adolescence. Mais tu sais que j'ai encore les coffrets, là, je jette des coups d'œil parce que j'ai ma bibliothèque et j'ai encore les coffrets DVD des saisons de Skins. Moi, c'est les seuls, je pense que c'est les seuls DVD que j'ai achetés pendant mon adolescence, c'était Skins. Moi aussi. Mais du coup, quand je réfléchissais à ça, je me dis, les hommes de la série cochaient les cases de, effectivement, il y avait Maxi qui était gay, mais moi, je m'affiliais pas particulièrement au personnage. Mais les autres garçons, ouais, ils étaient hétéros, mais en fait, ils étaient pas virils. Je trouve qu'en termes de représentation, ça amenait aussi un souffle différent où ça montrait que, en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout, carrément. Mais ouais, du coup, pour toi, ça a été ta première bouffée d'air frais, de représentation et de « Ah tiens, j'arrive un peu à m'identifier à ces personnages et ces personnes-là, quoi. » Et puis, on avait à peu près le même âge, on avait la même vie, on était au lycée, c'était un truc anglo-saxon, donc du coup, effectivement, la campagne lorientaise ressemblait pas trop à Bristol. Mais en tout cas, il y avait un truc où, ouais, je me disais, en fait, ça, on peut être comme ça. Et puis, en plus, il se passait plein de choses dans leur vie. C'était, tu te projetais dans un truc que tu peux chercher à l'adolescence, un truc fêtard, entouré de potes. Plein d'états d'âme. Ouais, c'est ça. Et puis, ils étaient hyper transparents. Ils avaient des discussions hyper deep sur leur vie, leur ressenti, leur santé mentale. Enfin, on se parle d'un truc qui est sorti en 2008 ou 2009, je crois. Ouais, non, mais Skins, c'est vrai que ça a été un sacré tournant, je trouve. Enfin, je pense que ça a engendré plein d'autres séries dans ce style-là, genre Sex Education, tu vois, ça me fait aussi beaucoup penser à Skins, et qui est une série où j'ai envie à chaque fois de dire mais merci de l'avoir créée, tu vois. C'est clair. Du bien, quoi. Mais ouais, en termes de représentation, à l'adolescence, du coup, Skins, très bien. C'est je comprends. Je sais pas de toute façon s'il y aura du glorieux ou du pas glorieux, tu vois, mais au moins ils ont eu le mérite d'exister et enfin que tu te sentes peut-être un peu plus inclus, je sais pas si c'est le bon terme, mais au moins que tu te sentes lié à un personnage qui existe, quoi, tu vois. Au-delà de moi, je pense que c'était aussi ma bande de potes, tu vois, vu que je traînais qu'avec un cercle plutôt queer où il y avait pas mal de filles hétéros, mais des lesbiennes, des bi, et du coup
là, je me disais, ah, on est tous ensemble, et en fait, on peut fonctionner tous ensemble dans le même univers. Alléluia. En termes maintenant de vie d'adulte, est-ce que tu as des représentations? Ouais, en vrai, je pense que de plus en plus, c'est encore, enfin, ça fait du bien. Surtout, je pense qu'il y a eu un truc hyper important dans ma vie qui est arrivé en 2014-2015. Ça va être encore hyper cliché en mode le mec pas hétéro, mais du coup, Drag Race, genre ça m'a fait switcher sur parce que du coup, comme je le disais, je m'assumais quand même dans qui j'étais à l'aise avec l'homme que j'étais, mais il y avait enfin, j'ai aussi eu des comportements hyper cons, et du coup, maintenant, avec du recul, c'était complètement con. Mais du coup, avec l'arrivée de Drag Race, un truc, du coup, hyper queer, où du coup, c'était des mecs pour une majorité, en tout cas, à l'aise avec leur genre, ou alors qui s'interrogeaient dessus, mais qui étaient pour le coup, des hommes cisgenres à l'aise avec le fait d'être un garçon, mais qui jouaient sur une partie, de féminité hyper exacerbée dans tout ce qu'on attend des clichés justement qui jouaient de ça, des clichés de la féminité. Et du coup, enfin ça m'a ouvert les chakras sur plein de trucs. Et après avec ça, je pense que ça a influé sur ma personne, mais aussi sur honnêtement sur la société plus globalement. Quand tu prends des personnes comme Harry Styles, je trouve qui est pour le coup qui correspond à des codes de la virilité. Mais je l'aime. Qui coche quand même beaucoup de cases parce qu'il est beau gosse, il a quand même une fanbase de girls qui sont là, et pour le coup, il casse les codes aussi. Et du coup, je trouve ça hyper chouette. Carrément, Harry Styles, il a fait des couvertures où il est en jupe ou en robe, je ne sais plus, mais effectivement, tu te dis... Ah bah oui, non. Mais bon, je l'aime d'amour, alors je suis pas... Non, et même... Je suis pas objective. Plus récemment, un Pedro Pascal, c'est aussi un hyper bon, une hyper bonne, pardon, représentation de ce qu'est un homme en 2025. Tu vois, un mec hyper à l'aise avec qui il est. Là, pour le coup, je prends que des hommes qui parlent au grand public et qui, comme je l'ai dit dans Drag Race, il y a plein pour moi, de figures emblématiques, mais du coup, qui sont queer et qui peuvent moins parler au commun des mortels. Au moldu. C'est ça, mais moi qui m'ont permis de grandir, mais dans un truc plus large et qui hyper grand public. Pedro Pascal, enfin c'est Ali++, mec hyper beau gosse, en tout cas qui paraît hyper sûr de lui. Et très bienveillant et adorable. Et aussi, je trouve que, enfin, je suis contente que tu parles de Pedro Pascal parce que bah, il a 50 piges en fait. Tu sais, parfois il y a un peu ce truc de les mecs qui ont 50, 60 piges, ils sont en mode bah non, moi je changerai pas et tout. Bah, ouais. Regardez, en fait. Regardez juste un Pedro Pascal, effectivement, je trouve que c'est un très très bon exemple de mec adulte. Pour moi, c'est un adulte, il a 50 ans. C'est l'adulte des adultes, c'est ton adulte référent. Exactement. Et effectivement, en plus, genre, il est adorable avec sa sœur qui est une femme trans. Mais il est incroyable, Pedro Pascal. En tout cas, l'image qu'il en dégage, parce qu'on ne le connaît pas personnellement, enfin, je ne sais pas toi, mais moi non. En tout cas, il dégage une image très bienveillante, très positive et très queer. Et putain, ça fait du bien, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et d'autant plus qu'il garde une part un peu de mystère. Et du coup, je sais pas, je pense que c'est aussi pour sa vie privée, tu vois. Mais typiquement, on sait pas avec qui il est en relation, même s'il y a eu des trucs dans le passé où il était en relation avec des femmes. Donc, on se doute qu'il est pas gay, qu'il est pas homo. Mais je trouve qu'il garde il envoie une image parce qu'en plus toutes les petites zouzes et les petits mecs sont fans de Pedro Pascal. Il y a des mèmes de partout en mode enfin c'est vraiment parfois c'est un petit peu cringe, tu vois, c'est un peu en mode ouais. C'est tout match là, mais bon, allez. Mais du coup, je trouve que ça permet de diffuser un truc et comme tu dis, genre on sait pas comment il est dans le privé, mais en tout cas l'image qu'il renvoie, c'est un truc positif, sain, et du coup c'est ce qu'on a envie d'avoir. C'est comme la comparaison est hasardeuse, mais comme des youtubeurs où du coup leur contenu il est dingue. Après tu sais pas si humainement c'est des bonnes personnes, mais à partir du moment où leur contenu est sain et ils envoient des messages positifs, moi ça me va du moment. C'est ce que tu consommes, donc c'est ok quoi. Oui, c'est ça, ils peuvent être cons dans le privé, dans la limite du raisonnable, mais en tout cas, je peux pas matcher avec eux. Mais après, au-delà de ça, si leur contenu et les messages qu'ils essayent de diffuser sont sains et chouettes, c'est le principal, quoi.
Mais après, non, moi je trouve pas que la comparaison soit hasardeuse. Aujourd'hui, YouTube a une énorme place dans la vie et dans les médias finalement et dans le divertissement. Donc je trouve pas ça du tout hasardeux. Et tu vois, quand on a parlé là, j'essaye de trouver justement des personnes qui ont une certaine représentation ou qui peuvent en avoir une sur YouTube. Je sais pas si toi t'as des hommes sur YouTube sur lesquels t'arrives à te représenter parce que, enfin moi là, tu vois, comme ça, j'en vois pas. Ouais, honnêtement, je pense qu'en figure de proue et en mec qui casse les codes et ça fait vraiment du bien. Je consomme pas spécialement ses contenus, mais en tout cas, je trouve ça chouette, la représentation qu'il apporte. Quand même, Bilal Hassani. Ah oui, Ouais. grave. Il y a un vrai truc où le mec casse les codes, quoi. Il s'est créé un persona et même lui, clairement, le dit, autour de quand il est en représentation, il se met dans un truc hyper féminin en reprenant des codes. C'est vrai, t'es raison. Mais après, tu vois, quand tu le vois en story dans la vie de tous les jours, c'est normal, il a pas de wig et il porte pas des talons de 20 centimètres au quotidien, tu vois. Mais je trouve ça hyper chouette, surtout pour le YouTube français, tu vois. Au YouTube ricain, c'est un truc qui peut se faire plus facilement. Il y a eu des figures de proue dans le make-up hyper fortes en 2010. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, mais du coup, sur le YouTube français, je pense que Bilal est même dans la représentation, enfin, il est là pour choquer et je pense que c'est ce qu'il faut, tu vois. Faut choquer les gens. Faut un peu les secouer et en fait quand il y a des personnes qui sont too much, et je le dis pas dans le sens péjoratif, mais du coup qui arrivent à amener un truc et à l'assumer jusqu'au bout, c'est ça qui fait bouger les lignes en fait, c'est ça qui a toujours fait bouger les lignes, que ce soit pour les femmes, il y a eu un vrai truc où il faut que ça soit impérativement des meufs qui s'assument, qui ont une grande gueule entre guillemets et qui arrivent à faire bouger les lignes et après c'est ça qui permet de faire découler plein de choses derrière. Sinon, même un Squeezie dans un truc plus hétéro, tu vois, je trouve que il est hyper à l'aise avec qui il est. Il a un style de plus en plus assumé. Le mec, quand il prend la parole, c'est toujours des trucs plutôt safe, sains. Il sait où il va. Enfin, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais il se fait des manucures. Il fait des trucs matchy avec sa meuf. Enfin, il y a un truc où, du coup, tu dis, bah, le mec est à l'aise, en fait. Parce que quand des hommes virils tremblent, enfin à chaque fois je réponds à des potes, je dis bah c'est juste que du coup tu t'es pas sûr de ta masculinité, du coup si jamais ça te fait trembler à ce point-là de savoir qu'un mec va te mettre du vernis. Enfin c'est que toi ça joue un truc en toi où tu te dis mais du coup c'est quand même enfin c'est quoi être un garçon, c'est qu'aussi ces gens-là, tu vois, ça les perturbe dans un sens. Et du coup même ça fait rire même moi quand je suis entouré de meufs au boulot, ce qui arrive régulièrement et qu'on me dit genre bonjour mesdames et les gens après se confondent en excuses en disant monsieur pardon. Et du coup, moi, ma phrase vraiment depuis 10 ans, quand ça se passe, je dis, j'ai pas de problème, je suis à l'aise avec mon genre. Donc, c'est pas parce que là, tu as dit, j'étais entouré de 10 filles, j'étais un garçon, qui t'a dit bonjour mesdames, et là, tu te confonds en excuse parce que t'as pas vu qu'il y avait un garçon. Enfin, je me suis pas senti pointer du doigt, c'était pas une insulte que tu aies pu penser qu'il y avait que des filles dans la pièce. Mais Squeezie, c'est vrai que c'est une très bonne idée parce que je trouve qu'il coche beaucoup de cases de la virilité, tu vois, genre il est musclé, il a de l'argent, c'est un entrepreneur, il est entouré, tu vois, enfin, il y a vraiment un truc. Et effectivement, il y a quelques années, quand j'ai vu qu'il avait une manucure, je me suis dit, mec, trop bien, tu sais, genre, tu fais plaisir. Enfin, en plus, je m'y attendais pas, enfin, c'était pas un sujet, juste dans sa vidéo, il avait une manucure, en fait. Et après, évidemment, je suis allée voir les commentaires. Ah bah non, mais c'est catastrophique, et puis en plus, c'est un mec mainstream, tu vois, qui parle à tout le monde, que tout le monde consomme. Enfin, c'est le plus. Carrément. On va pas parler de Thibaut InShape, mais enfin, en France, en tout cas, le mec que les Français consomment le plus, en tout cas les francophones. Et du coup, c'est aussi bien de se dire, que c'est un mec plutôt safe, d'un point de vue qui craint pas, qui est pas masculiniste et qui prône pas une masculinité toxique exacerbée où faut jeter des cailloux et on sait faire atterrir des avions, quoi. Ah, cette traîne dans ce moment, je l'adore. Et ben, je me suis dit, en fait, les hommes qui me représentent, en tout cas, où je me sens représenté, je pense que c'est, tous les hommes qui assument le fait de ne pas savoir faire atterrir des avions. Pour finir, je voulais te demander, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait tenter un petit peu de mettre fin, justement, à tous ces stigmates, masculinistes, de pro-virilité, ce too much de un bonhomme, c'est un bûcheron, quoi, tu vois. Un gros bûcheron. J'ai rien contre les bûcherons. En vrai, comme je l'ai déjà un peu dit, je pense qu'il faut des personnes ou des figures, en tout cas, qui sont là pour bouger les lignes, pour un peu faire trembler les codes et du coup qu'ils puissent avoir un flou autour de ce qui est être un garçon en 2025 et est-ce que effectivement un garçon en 2025
ça peut être d'aller près d'un lac et de jeter un caillou si ça fait plaisir à une partie d'entre eux, mais il faut aussi que ce soit le fait, comme tu dis, genre d'assumer sa part de féminité et d'être un mec sain, pas toxique. Et du coup, ça passe aussi par l'éducation. Effectivement, éduquer vos hommes en devenir. Je pense que en vrai, j'ai bon espoir. Mon meilleur pote, je vais lui faire un spécial shout-out. Il est prof de PS. Donc, tu vois, ça coche en plus cette case, un truc... Carrément le sportif, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre, t'es hyper attendu et tu dois correspondre à un cliché ou en tout cas à une norme précise. Et du coup, il est prof de PS en région parisienne. Parce que jeunes profs, du coup, ils sont plutôt amenés à aller en région parisienne. Et du coup, quand on discute ensemble, enfin, c'est un mec hétéro, sportif, beau gosse, musclé. Enfin, il coche toutes les cases d'apparence, en tout cas. Et derrière, c'est un allié de zinzin. Il fait pas que quand il fait des cours de sport à côté, tu vois, il va essayer de sortir du spectre purement pratique. Il va faire de la théorie sur, bah, en fait, oui, tu peux être un grand sportif et manger des légumes, t'es pas obligé de manger des patates et du steak et de manger que de la protéine animale. Enfin, en fait, il sort vachement du spectre qu'on peut attendre d'un prof de PS, surtout au lycée, tu vois, où moi j'ai un souvenir, c'était des vieux de 60 ans bedonnants qui avaient un sifflet et qui disaient courir autour du terrain. C'est ça. Et lui, il accompagne vraiment, il a un truc où il essaye d'amener des safe places, même pendant les cours, où du coup, il fait des interventions avec SOS homophobie, contre le racisme. Il fait des interventions hyper particulières et pour faire aussi glow up les garçons. Bon, lui, il a beaucoup de filles dans ses sections, mais même ça passe, tu vois, ça passe aussi par les femmes. Je pense que les femmes aussi sont des grandes alliées parce qu'elles ont déjà eu toute la cause à défendre et du coup elles ont pu éclairer le chemin et du coup on les voit au loin et en fait c'est aussi ce qui est là où il faut aller. Il faut aussi se laisser porter par tout le courant féministe qu'il y a eu et je pense que ouais faut des grandes figures de proue qui vont casser les codes et c'est pour faire un parallèle. Du coup, le mois de juin, mois des Ferté, de base, ça vient des émeutes de Stonewall aux États-Unis. Et en fait, c'est ça aussi qui a permis la création, entre guillemets, du mouvement LGBT. C'est le fait que, bon, toi, peut-être que ça te parle, mais du coup, j'en parle. Explique-le, hein, c'est très bien. Du coup, Stonewall Inn, c'est un bar LGBT, mais un peu illégal dans New York, du coup, des années 60. Et en fait, à l'époque, l'homosexualité était hyper mal vue, évidemment, mais au-delà de l'homosexualité, en fait, c'était le fait de danser avec un garçon, de porter des vêtements qui n'étaient pas, pour en tout cas la police et les forces de l'ordre, qui ne correspondaient pas au code de la masculinité. Tous les soirs, assez régulièrement, il y avait des policiers qui venaient dans les bars pour sortir et pour emmener en prison et pour frapper, hein, clairement, disons-le. Faire du ménage. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a eu le soir du 28 juin 69, il y a eu une grosse descente de police dans le bar. Et puis, effectivement, c'était un bar hyper queer où il y avait des femmes trans, des hommes efféminés, des drag queens, des travestis, surtout de la communauté noire. Et en fait, c'est juste que ce soir-là, ils ont décidé de répondre et de se battre aussi contre les forces de l'ordre qui étaient descendues. Donc il y a des figures de proue, encore une fois, qui ont permis d'ouvrir les portes et d'amener aussi, de montrer ce que c'est du coup d'être queer. Déjà dans les années 60, on se parle de 68, donc Kenta. Et je pense que comme toute grande bataille, du coup là, le fait de la masculinité toxique, tout ce qui est masculiniste, un peu beaucoup toxique, je pense que là c'est pareil, il faut des gens faut les choquer, comme je vois partout là sur les trucs de la Gen Z sur TikTok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les patrons faut les choquer. Ce qu'il faut faire quand il y a un mec qui te saoule dans la rue, il faut le choquer. Ouais, non mais c'est ça, tu vois. Et je pense que c'est pareil, là, faut les choquer, faut surréagir et faut montrer que en fait faut surreprésenter ce que tu penses être et ce que tu as envie d'être et du coup c'est ça derrière. Après, faut des figures de proue. Moi, tu vois, je me considère pas comme quelqu'un qui surreprésente, mais ouais, mais je pense qu'on a tous notre petite pierre à l'édifice à apporter, tu vois, et puis on n'a pas tous aussi l'énergie pour être cette figure de proue. On n'a pas tous les épaules non plus. Et je pense que selon les caractères, selon le moment de la vie aussi, on est plus ou moins combatif. Et
bah chacun fait comme il veut et comme il peut sur le moment, tu vois. Ah, mais c'est ça. Mais carrément, chacun fait comme il veut et dans tous les cas, faut juste supporter les personnes qui osent prendre ce poids et du coup leur envoyer de la force et de se dire, en fait, oui, peut-être que tu le trouves too much, mais derrière, c'est lui qui a enfoncé la porte, quoi. Bon, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai tout dit. Si, c'est mon moment peut-être intello, où du coup, j'ai des livres. Super. Des livres sur la masculinité qui sont dans ma bibliothèque. J'essaie depuis plusieurs années de me construire une petite bibliothèque sur la masculinité. Du coup, je sais pas si tu en connais quelques-uns, tu me dis si ça te parle. Il y a Pénis de table. Je sais pas si tu connais de... Alors, j'ai déjà entendu le nom, mais pas plus. Ok. Ouais, Pénis de table, en fait, ça ressemble un petit peu au contenu de Ben Nevers, tu sais, où c'est des mecs qui discutent entre eux de plein de sujets. Et là, du coup, le sujet, c'est plutôt la sexualité. Et du coup, c'est des mecs de tous les horizons qui discutent entre eux. Et du coup, c'est sous format bande dessinée. Ok, c'est trop bien. C'est hyper accessible et c'est hyper chouette. Il y a Pourvu qu'il soit dur. C'est de Thomas Gravreau. C'est une chronique tout un livre où il dit que c'est une chronique sur sa masculinité. Donc c'est aussi hyper intéressant. Et en truc un peu plus qui peut parler là davantage de Lucille Pétavin, pardon, il y a Le coup de la virilité. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Non, pas du tout. C'est catastrophique. Tu lis juste la 4e de couverture, t'as envie de pleurer. Parce que du coup, ça montre comment est-ce que les hommes coûtent en fait à la société de par leur comportement hyper toxique. Donc t'as le fait que 89% des personnes en prison sont des hommes, que 98% des agresseurs sont des hommes. Enfin, c'est catastrophique. Mais du coup, hyper intéressant. Et Est-ce que tu peux rappeler le nom, excuse-moi? Le coup de la virilité. Ok. De Lucille Pétavin. Et sinon, c'est un roman autobiographique, mais aussi moi que j'ai trouvé hyper chouette. Ça s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. Alors oui, ça je connais. Et du coup aussi hyper intéressant, c'est sur justement le fait de grandir. Je crois que lui c'est dans le nord de la France, en Picardie, il me semble. Oui. Et du coup de grandir en tant que garçon qui correspond pas au code de ce qu'on attend d'un homme dans un milieu plutôt pauvre, plutôt avec un père, une relation paternelle. Ouais, c'est ça. Salée. Ouais, c'est ça. Ce livre, je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant. Et ouais, il y a encore des passages où je me souviens. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que ça montre comment se construire en tant qu'homme dans une société, un milieu ouvrier plus, et où du coup, on attend d'un garçon juste que, en fait, tu fasses pas d'études et que tu ailles travailler à l'usine. Et où les filles, elles non plus, les filles non plus doivent arrêter les études et devenir caissières, quoi. Mais du coup, c'est hyper intéressant et d'autant plus avec le twist où c'est autobiographique, ça permet de se projeter différemment et de se dire que concrètement, ça existe, quoi. Exactement. Après, pour l'avoir lu, effectivement, je remets un petit trigger parce qu'il y a des scènes où moi, comme je vous dis, quelques années après, je m'en souviens encore et de façon... Enfin voilà, c'est dur, quoi. Voilà, j'ai un souvenir très bien de ce livre, mais aussi en disant qu'il y a des scènes où c'est dur. Ouais. Suivant votre sensibilité, bien sûr. Mais, oui, ça pour voilà. Quoi. Exactement. Moi, ça m'avait un peu perturbée quand même. En tout cas, trop bien que tu fasses ces recommandations-là. C'est vraiment trop chouette. Merci beaucoup, Florian, d'avoir participé à cet épisode. Merci, Pauline. Et enfin, on termine avec le témoignage de Thomas. Je suis très contente d'accueillir Thomas, qui d'ailleurs m'a un petit peu sauvé la mise parce que j'avais perdu mon 3e invité et il a levé la main très gentiment disant coucou, moi ça m'intéresse. Donc merci beaucoup Thomas d'être sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire qui tu es dans les grandes lignes? Bonjour à tous. Dans les grandes lignes, Thomas, une 30aine d'années, genre masculin, mais voilà. Puis je bosse dans l'informatique comme beaucoup de personnes dans la région grenobloise. J'avoue. Et ce sera déjà pas mal pour te présenter. Super. Je te remercie de l'avoir fait. Et puis, on va aller dans le vif du sujet, comme je l'ai fait avec les 2 précédents invités. C'est quoi pour toi la virilité? Ce grand mot de la virilité. Ce grand mot, vaste sujet. J'ai réfléchi un petit peu et en fait le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que c'est une construction sociale parmi tant d'autres qui évolue en fonction du contexte, de l'époque, et ainsi de suite. Et je pense que pour moi c'est ça la virilité, mais c'est presque... Quand j'étais plus jeune,
je pense que c'est quelque chose auquel, pas j'y étais sensible, mais on va dire plutôt j'y étais soumis. Et je pense qu'avec l'âge, je me détache du truc et je le vois de plus en plus comme un truc lointain. T'as pris de Voilà. la distance avec. Exactement. Ok. Je sais pas si tu avais déjà vu la définition dans le dictionnaire, hein, je la rappelle, je l'ai déjà donnée avec mes 2 précédents invités, mais la définition du dico, c'est l'ensemble des attributs et caractères physiques, mentaux et sexuels de l'homme, avec le petit h, donc vraiment de l'homme masculin. Alors moi, je t'avoue que quand j'étais allée lire la définition, j'étais en mode ouais, d'accord, donc t'as un zizi et donc t'es viril, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas du tout l'image sociétale qu'on se fait de la virilité. Bon, je me répète, mais c'est vrai que moi, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, pour moi, le mec viril, c'était le grand bonhomme, trapu, barbu, tu vois, genre, attends, mais moi je suis là, qui prend de l'espace dans le domaine public, tu vois, très sûr de lui. Parce que la virilité, on l'associe à la masculinité hégémonique, quoi. On l'associe au fait que, c'est, comme je disais, pour moi, il y a vraiment ce côté, les normes sociales actuelles, c'est que un mec, et je vais mettre un gros M à mec, tu vois, c'est vraiment, comme tu dis, il est grand, il est beau, il est fort, il prend soin de toutes les personnes autour de lui, il les protège, il se sacrifie pour ces personnes, et en même temps, il a confiance en lui. Enfin, il y a un peu tous ces trucs-là. Au final, personne n'est comme ça. Enfin, c'est un espèce d'imaginaire qui nous est vendu inatteignable et il y a aussi vachement ce truc des émotions. Genre, il va oui, alors, avoir ouais. que des émotions, entre guillemets, négatives. Déjà, il va pas pleurer, ok, parce que les bonhommes, ça pleure pas. Mais par contre, il va vachement être dans l'émotion, genre de la colère, par exemple, tu vois, ou de la revendication, tous ces trucs un peu en mode, t'as envie de lui dire, apaise ton âme, tu vois. Ah bah c'est clairement ça, hein. T'as pas le... Si on prend vraiment cette masculinité hégémonique, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de dire que tu souffres. T'as le droit de souffrir, mais il faut le faire en serrant les dents, vraiment ce côté genre envers et contre tout. Mais même au final, comme tu dis, en fait, je suis même pas sûr que tu as le droit d'être heureux, en fait. Enfin, t'as vraiment ce côté où tu dois être le meilleur. Et en fait, dans la masculinité hégémonique et dans la virilité, il y a un côté compétition permanente qui est vachement intéressant à regarder de loin. Tu disais tout à l'heure que tu avais un peu subi cette virilité quand tu étais plus jeune. Ça se caractérisait comment ? Globalement, j'étais ce qu'on pourrait appeler, mais c'est pareil, ouais, on va faire ça simplement, j'étais ce qu'on pourrait appeler un garçon sensible, dans le sens où j'ai grandi dans un petit village, et du coup, petit village, on était là, il y avait l'école, et à l'école, en fait, globalement, tous les mecs, ils étaient dans le club de foot du village. Et du coup, à la récré, ça jouait au foot et ainsi de suite. Et c'était pas trop mon DEL, quoi. Moi, j'étais avide de lecture. Je lisais littéralement tout ce qui me passait sous la main, au point de... Le matin, au petit-déj, je devais lire la boîte de céréales parce qu'il y avait rien d'autre à dire, mais bon, qui ne l'a pas fait. Et du coup, j'étais vraiment plus dans ce truc-là, lecture, un petit peu jeux vidéo, enfin, beaucoup plus dans l'imaginaire. Et en fait, en étant plutôt dans ma tête, on va dire, j'étais un petit peu mis de côté. Et j'ai connu du harcèlement scolaire parce que je rentrais pas dans le moule du j'aime le foot, je connais Zidane, j'ai regardé les matchs, j'y vais. Et voilà, comme j'étais là, j'étais plutôt attiré, on va dire, par le style skater des années 2000, quoi. Donc un petit peu baggy et ainsi de suite. Mais bon, quand t'es tout seul dans le village, t'habillé comme ça, t'es mis de côté, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je dirais que j'ai un peu subi le truc. Et même, je peux aller plus loin parce qu'on peut revenir un petit peu au collège-lycée où là, j'ai commencé à, comment dire, prendre conscience de la jante féminine comme des personnes à séduire, on va dire. Et il y a vraiment tout ce côté au collège et au lycée où c'est important de plaire, c'est important de sortir avec des meufs. Et il y a vraiment une pression sur les mecs et sur la sexualité. Et on le voit bien, hein, au lycée, genre la moindre personne, ou enfin même au collège ou au lycée, la moindre personne, on sait que
cette personne est puceau ou pucelle, c'est quelque chose qu'on va lui balancer comme une moquerie en permanence, alors qu'objectivement, rien à battre, quoi. Genre, en fait, quand tu grandis, t'es là en mode, putain, mais qu'est-ce qu'on est con, quoi. Alors, c'est... À l'adolescence. Ouais, voilà, mais l'adolescence, c'est vraiment le moment où toute cette construction sociale autour de la virilité, elle se cristallise et elle se cristallise avec vraiment pas, je vais dire le pire, quoi, mais dans le sens où tout est exacerbé, tout est vraiment, il faut montrer à quel point on est, tout ça, quoi. Ouais, il y a beaucoup Et donc voilà, d'attentes, donc moi en au fait. collège-lycée, je savais que, ouais, il y a beaucoup d'attentes, et moi au collège-lycée, je me suis rendu compte que je plaisais, et du coup, je sais que c'est un moment donné où j'existais un petit peu à travers le fait que je plaisais, quoi. Mais parce que j'étais dans ce truc-là de la virilité, quoi. Et en fait, en grandissant, j'étais... Ah, vas-y, hein, c'est bon, flemme, quoi, genre... Laissez-moi. Laissez-moi. J'en ai marre, je ne veux plus, j'ai fait ça, ok, j'étais con, maintenant on arrête, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, sur cette époque charnière un peu de l'adolescence, du lycée, un peu au collège aussi, où on commence à te mettre dans une case sexuelle tellement tôt, en fait. Parce que vers 12-13 ans, déjà, on va te dire, si tu vois, t'as un garçon, j'aime pas ce terme, mais j'en ai pas d'autres qui vont venir, donc désolé si c'est maladroit, mais des garçons qui vont être efféminés, tu vois, tout de suite, on va leur dire, bah toi, t'aimes les garçons, t'es gay, mais laisse-moi, j'ai 13 ans, en fait, j'en sais rien, tu vois, et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Enfin, ça veut rien dire. C'est pas parce que effectivement je fais pas du rugby et que je suis pas en mode j'adore me rouler dans la boue. Désolée pour cette caricature, mais que je suis gay, tu vois. Enfin, laissez-moi. Mais effectivement, il y a vachement ce truc de bah t'es un garçon, tu dois être bouge-bouge, tu fais du sport, alors que je mets des guillemets, les filles elles vont être sages et elles vont jouer à la poupée, elles vont lire des livres, tu vois. Et je pense qu'effectivement quand t'es un homme qui renverse la vapeur et qui dit bah non, moi aussi je suis calme et je lis des livres et ça m'empêche pas d'être hétéro et ça m'empêche pas d'être un garçon et de me genrer de tel quel et de me sentir viril, bah laissez-moi quoi. Mais effectivement, c'est l'adolescence, c'est vraiment des périodes faut s'accrocher quoi et je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que ouais, c'est vraiment ce moment où tu commences à te formater dans ta tête à te dire ah bah moi je me mets dans cette case-là. Et apparemment, on m'y met. Et quelques années plus tard, tu t'émancipes vachement de ça, quoi. Et encore cette case-là, on peut même aller dans les sous-cases, parce que même si tu repars à l'époque collège-lycée, même, on va dire plutôt lycée là, mais lycée, parce que on va dire au collège, t'as le moment où tu es dans la case des mecs, et pareil, hein, c'est très grossier, mais tu es dans la case des mecs, donc genre tu fais un peu le con, tu vas dragouiller les filles, mais en même temps, faut pas trop passer de temps avec, parce que si tu passes trop de temps avec, c'est bizarre. Donc voilà, il y a vraiment tout ce truc-là. En tout cas, là où j'ai grandi, hein, pareil, c'est pas forcément, c'est mon expérience. Et après, au lycée, ça évolue un peu, genre où en mode, là, t'as le groupe des sportifs, le groupe des skaters, le groupe des mecs qui écoutent du reggae, et après, t'as plein de petits sous-groupes qui se forment. Toi, t'as, comment dire, pas ta virilité facile, mais ce qui fait que tu te construis en tant qu'homme, ça se mélange encore plus après à travers ces sous-groupes-là. Parce que, comme tu disais, genre le côté faut être bouge-bouge et tout, au final, quand t'es au lycée, si tu vas aller dans le groupe, on va dire, des personnes qui aiment le reggae, bah, tu vas perdre un peu ce truc bouge-bouge parce que du coup, tu vas plus te construire autour d'icônes, autour d'une attitude un peu détendue. Pareil, je caricature, mais c'est vraiment pour dire, en fait, la virilité, elle se cristallise, genre au collège, elle s'affine au lycée, et en fait, c'est vraiment en grandissant et en gagnant en maturité que finalement, petit à petit, t'enlèves les bouts de ce qu'on t'a imposé en mode, oh, vas-y, en fait, ça chiant, en fait, ça nul. Ça pourquoi? Ouais, allez, vas-y, quoi. Tu fais du ménage et tu te dis, bah, je vais faire mes propres choix, en fait, et ça n'enlève rien. Ouais, mais c'est triste que c'est à 30 ans, même un peu avant, mais c'est triste que ce soit à 30 ans qu'on arrive à ces choix-là, parce que avant, en fait, c'est pas qu'on nous les a retirés, mais pas loin, quoi. Comme tu dis, il y a vraiment ce côté, genre, ah bah tiens, au fait, toi, on te met dans cette case, et du coup, ce serait bien que tu sois tout ça, parce qu'autrement, tu respectes pas trop ce que c'est que la virilité, et du coup, c'est un peu bizarre, quoi. Mais ça me fait penser ce que tu racontes. J'ai fait un épisode avec mon frère qui est sur ça fait quoi de vieillir? Et dedans, bon, on schématise grossièrement, tu vois, mais on se disait,
Dans la vingtaine, c'est un peu l'âge où tu as envie de plaire et où tu commences à te construire. Et la trentaine, c'est vraiment l'âge où tu te confirmes, tu vois. Et tu te dis, et tu t'affirmes, tu t'assumes, tu dis, moi, en fait, je suis comme ça. Et ça vous plaît, c'est cool, ça vous plaît pas, bah venez, soit on fait avec, soit on fait juste pas, en fait, tu vois. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est un peu ça pour beaucoup d'êtres humains, en fait. Oui. Je me retrouve clairement là-dedans, hein. On va dire jusqu'à 23-24 ans, j'étais vraiment là-dedans et on peut même aller tirer jusqu'à 26. Et puis en fait, petit à petit, en approchant de la trentaine, en me renseignant sur des choses, en réfléchissant un petit peu aussi à qui je suis, en essayant de me reconnecter un petit peu à qui je suis et tout, vraiment, je me suis dit, bah finalement, en fait, il y a plein de trucs qui me vont pas et il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et vas-y, pourquoi je le fais pas, quoi, genre. Et du coup, il y a des trucs que, enfin, genre, c'est tout con, mais Cam m'a parlé de sa prothésiste angulaire qui faisait du nail art sur son copain et je me dis, ah putain, ça peut être trop cool, vas-y, je vais en faire sur mes pouces. Et du coup, il y a 1 an, j'ai commencé à en faire sur mes pouces. Finalement, bah, je vais tous les 3-4 mois et genre là, la dernière fois, j'avais carrément, genre, j'avais fait des schémas, genre, de ce que je voulais avec les couleurs et tous les dessins, enfin, J'adore. non, mais je veux dire, Mais oui, et, est-ce que les garçons peuvent porter du vernis à ongles? Parce que c'est incroyable. ouais, En fait, ouais. c'est des ongles comme tous les êtres humains en ont. En fait, on peut faire ce qu'on veut dessus. C'est fou. C'est ça. Mais après, là-dessus, enfin, je vois qu'au final, comme tu dis, vers la trentaine, t'es là en mode balèque et je vois, enfin, au taf, j'ai eu genre aucune remarque ou alors juste des personnes qui m'ont dit, ah, trop cool, vas-y, t'as fait quoi sur tes ongles? Et tu leur montres et tu papotes et voilà, quoi. Et au final, c'est presque plus ma famille que ça a étonné. Ou là, pas plus tard que hier, j'ai eu une personne de ma famille et était en mode, ah, mais tu te fais les ongles et tout. J'avais pas eu, bon, après, j'avais pas eu depuis 1 an, donc je peux comprendre, tu vois, mais vraiment, il y avait un peu une question, genre en mode de pourquoi tu fais ça, tu vois, alors qu'au final, bah, le pourquoi, en fait, quand t'apprécies une personne, il est jamais important, quoi. Enfin, il est jamais important. C'est ok, elle a fait ça, bon, bah, cette personne a fait ça, c'est cool. Si elle est contente de l'avoir fait, juste tu soutiens et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça qui est important, carrément. Et tu parlais un petit peu, quand on parlait du lycée et des groupes schématisés, ça a été quoi, toi, tes représentations de virilité, entre guillemets, entre l'enfance, l'adolescence, aujourd'hui? J'imagine que ça a évolué. Mais t'as grandi avec quelle image, en fait? Et avec quelle référence? Que ça soit des références véritables et humaines que tu côtoies tous les jours, ou des références plus pop culture, tu vois, ou autres? J'ai grandi, on va dire, enfin c'est un exercice que j'avais fait quand j'étais en cours, on avait fait un cours de com et la prof qui nous faisait la com nous disait pour pouvoir bien communiquer, c'est important de se connaître soi-même. Et donc on avait fait un exercice sur quels sont vos héros sur toute la période enfance et tout. Et pour moi c'est un peu la même chose, parce qu'au final à travers tes héros c'est tes représentations. Et je me rends compte que j'ai pas de héros que j'ai associé à la virilité, dans le sens où au final si je prends l'enfance, mes héros d'enfance, globalement, c'était genre Dexter, du laboratoire de Dexter et genre Jimmy Neutron. Voilà la vibe, quoi. Quand j'étais gosse, je voulais être inventeur, moi. Ah, mais moi, Si, je pense quand j'étais jeune, enfin, il y avait mon père aussi, quand même, parce que c'était un représentant, on va dire, masculin très présent dans ma vie. Mais j'ai pas de... Tu t'es pas spécialement identifié à des personnes de ton entourage ou à des personnages fictifs, mis à part Dexter? Pas plus, non. Enfin, peut-être que je le faisais, mais j'ai tendance à... J'ai le voir très sélectif, c'est-à-dire que ce qui, au bout d'un moment, finalement, m'importe peu, je l'oublie parce que ça ne sert à rien. Donc vraiment, ça, j'en ai souvenir parce que ça m'avait marqué, parce qu'on avait trouvé ça rigolo, parce que voilà, Jimmy Neutron, à l'époque, le dessin animé était avec un espèce de 3D très chelou, quoi. Mais non, j'ai pas d'autres modèles, on va dire, qui me reviennent en tête. Si, je pense que je devais avoir pas forcément de personnes réelles, mais par exemple les snowboarders, quand j'étais genre collège-lycée, j'ai trouvé trop cool. Et donc il y avait vraiment ce côté genre ouais, ils étaient là, ils faisaient des figures et tout, c'était impressionnant. Et j'ai pas souvenir d'en avoir un en tête où j'étais là, j'avais placardé de partout et tout, quoi. J'avais pas forcément beaucoup de posters de personnages dans ma chambre, quoi. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que il y a des personnes ou personnages auxquels tu t'identifies un petit peu plus? Brûlez vos idoles, hein, genre. Non, globalement. Non, je pense pas. J'ai pas de. Enfin,
j'ai des personnes qui m'inspirent, mais c'est pas forcément des personnes à qui je m'identifie. C'est des personnes, au contraire, que je trouve fascinantes dans leur manière d'aborder la vie, d'aborder le genre, d'aborder tout ça. Mais j'ai pas de... Non, j'irai pas plus loin, quoi. Ok. T'as des noms? Alors, une personne que... Sauf si c'est des personnes de ton entourage, bien sûr. Hein. Non, pas de souci. C'est une personne qui s'appelle... Alors, je fais absolument mal le prononcer. Lou Luder, qui est une personne que je suis sur les réseaux sociaux, enfin sur mon réseau social et qui a un blog, j'adore ce que cette personne écrit et ça m'a amené plein de curiosités autour justement des questions du genre, de la bisexualité et tout. Et ouais, c'est cette personne que je citerai, quoi. Tu vois, tu disais que voilà, t'avais un peu subi et pris conscience ensuite de toutes ces dictates de la virilité qu'on peut donner. Mais à quel moment, tu vois, tu t'es rendu compte et t'as pris conscience en fait que c'était vraiment des pressions qu'on nous mettait dans la tête? Alors, t'as parlé de l'adolescence, mais je voulais revenir un peu sur des déclics ou des gens, des mots ou des lectures, tu vois, que t'as pu avoir et qui t'ont fait dire « mais on s'en fout, non ?» Je pense que j'ai... déjà, de base, je suis d'un naturel très « on s'en fout ». C'est-à-dire que je suis d'un naturel très on s'en fout et j'aime pas dire du mal des gens. Ça me gêne de dire du mal des gens ou autre, et donc tu vois, tout ce qui va être insulte homophobe, insulte misogyne ou autre, c'est un truc que j'ai toujours été très peu à l'aise avec. Alors, je dis pas que je l'ai jamais fait parce que collège, lycée, t'es dans le groupe, ça fait aussi partie des... à aucun moment, je dirais clairement que je l'ai jamais fait ou autre, et j'ai dû le faire, même si je m'en souviens pas forcément. Mais je suis toujours parti du principe qu'à partir du moment où ce que tu fais, ça m'impacte pas négativement, j'en ai absolument rien à battre de ce que tu fais. Mais pas méchamment, tu vois, genre si t'es une personne que j'apprécie, j'en aurais pas rien à battre, je te soutiendrai au contraire. Mais si t'es une personne que je connais pas, t'existes à côté de moi, tu fais ce qui te fait plaisir, tant mieux, kiffe, tu vois. Et du coup, là-dessus, ça a été facile pour moi, quand j'ai commencé à en prendre conscience, de m'en détacher. Après, la question de quand j'ai commencé à en prendre conscience, j'aurais pas forcément de timing exact. Je pense que c'est vraiment passer aux alentours de entre, on va dire, 23 et 25 ans. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui étaient très portées autour du mouvement féministe et tout. Et du coup, forcément, ça amène des réflexions sur le patriarcat, sur tout ça. Et donc, petit à petit, on devient aussi soi-même curieux et on s'interroge et on se renseigne, quoi. Et dernièrement, en vrai, si je dois citer un bouquin quand même que j'ai beaucoup apprécié ces derniers temps, c'est le bouquin de Daisy Le Tourneur, qui s'appelle « On ne naît pas mec ». « On ne naît pas mec », petit traité féministe sur les masculinités. C'est une personne qui a un blog qui s'appelle La Mexpliqueuse et qui a du coup écrit ce bouquin qui est pas long, qui fait 230 pages, tu vois, avec plein de questions, plein de choses autour des masculinités, autour de un peu à la limite de la sociologie, à la limite de l'essai des fois. Et c'était vraiment cool. Et ça a vraiment continué d'alimenter mes réflexions autour de... est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Qu'est-ce que je représente? Et finalement, comment est-ce que je peux ajuster et agir pour aller dans une direction qui me convient mieux, quoi. Mais je suis contente que tu donnes des recommandations déjà, j'adore. Et je suis contente aussi que tu parles de la société patriarcale et que, alors oui, elle est terrible pour les femmes, mais elle met aussi une grosse pression pour les hommes finalement. Enfin, et c'est ça aussi que je disais un petit peu dans l'introduction de l'épisode, c'est que pour moi le féminisme, c'est chercher une certaine égalité entre les genres. Et mine de rien, la société patriarcale, vous la subissez aussi parce que elle vous dit qu'il faut que vous soyez comme ça. Et qu'avec les femmes, il faut se comporter comme ça. Donc, je trouve que c'est bien que t'en parles et que tu le dises. Ouais, après, la société patriarcale, elle nous donne quand même un bon paquet de privilèges en tant que mec. Oui. Alors non, mais bien sûr, il faut pas mettre les choses... On est clairement pas au même niveau, quoi, genre, là-dessus. Non, là, on n'est pas au même niveau.
Mais je pense aussi Non, non, mais quand bien même, sûr, par elle contre, il met y une a aussi certaine des... pression, tu vois, sur Oui, les hommes. Mais alors, bien sûr que on prend sur 100, la société patriarcale, elle est à 90% dans votre sens, tout va bien. Ah oui, non, mais voilà, genre là-dessus, effectivement, il y a des choses, mais... Et comme tu dis, il y a des dictats, mais en fait, il y a des dictats qui sont confortables pour plein de mecs. Au final, quand le dictat, c'est ah bah tiens, si t'es frustré, énerve-toi et tape les trucs autour de toi et t'auras ce que tu veux. Je veux dire, le dictat, je pense que comme tu dis, il y a peut-être 80% des mecs qui sont là en mode trop cool, j'adore ça. Je généralise et je dis pas ça de manière péjorative, quoi. C'est juste pour dire que effectivement, il y a des dictats qui pèsent aussi sur les mecs, mais c'est des dictats qui pèsent pas sur tous les mecs. Et même s'ils pèsent pas sur tous les mecs, il y a quand même tout un côté aussi où, comment dire, tout ce qui est masculinité complice, c'est vraiment le côté, bah moi par exemple, les dictats de l'homme qui doit être fort, qui doit pas montrer ses émotions et tout. Très jeune, on va dire, je l'ai intégré. Et au final, j'ai mis du temps à me reconnecter à mes émotions. Mais quelque part, ça m'a pas desservi sur la période où j'étais pas connecté. Tu sais ce que je veux dire? C'est genre, je pense que Une fois à que tu as pris terme, conscience, c'était important, quoi. ouais, c'est ça. Je pense qu'à terme, ce serait très bien que tout saute, bien évidemment. Mais les dictats qui pèsent sur les mecs, genre, pour moi, ils pèsent clairement pas sur tout le monde. Et je pense qu'il y a au contraire beaucoup qui vivent avec plaisir, quoi. Mais c'est là où c'est malheureux, parce que vivre avec plaisir, c'est pas se rendre compte de ce que tu ressens, c'est pas se rendre compte du mal que tu fais autour de toi, c'est pas se rendre compte que, en fait, taper la personne qu'on aime, c'est pas aimer quelqu'un. Genre, c'est... Non, mais bien sûr. Et voilà. Mais je trouve que c'est bien que tu le dises et peut-être que je vais trop loin, mais limite, j'ai envie de rajouter que peut-être que ces dictats pèsent sur les hommes qui ont pris conscience de leurs privilèges, en fait. Hmm. Peut-être. Ouais, c'est une très bonne question. En vrai, en fait, je, je sais pas, dans le sens où, si t'as pris conscience de ton privilège, je me demande à quel point tu peux continuer de jouer le jeu. Mais après, on va dire, c'est toi avec toi-même, quoi, genre en fonction de à quel point t'en es conscient et t'es à l'aise avec le fait de continuer le jeu, quoi. Mais, et après, de toute façon, il y a des trucs qu'on fait inconsciemment. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis conscient d'avoir accès à des privilèges que j'arrive à lutter contre tous en permanence. Bien sûr, parce que tu restes dans ton système d'éducation dans lequel tu as toujours été élevé, en fait. Et Exactement. il y a vraiment des choses pour lesquelles, vraiment, bah, on n'y peut rien. Parce qu'en fait, ça a toujours été fait comme ça. Et jusqu'au moment où on va dire, non, non, mais attends, regarde comment est-ce que tu peux fonctionner autrement. Et que tu dises, ah oui, c'est vrai, je peux faire comme ça. Mais sauf que c'est dans ton système, quoi. Enfin, c'est l'éducation dans laquelle on est. Ouais, mais du coup, pour moi, quand on est conscient, après, ça devient une lutte quotidienne, quoi, d'essayer de se dire, en fait, je sais pas, genre, tu passes, t'as une réflexion machiste qui te vient en tête, et ben, en fait, tu la gardes en tête. Déjà, tu la dis pas, premier truc. C'est, on tourne 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et ensuite, genre, si t'as eu cette réflexion machiste, bah, après, la question à se poser, c'est, genre, d'où ça vient? Et finalement, genre, de se dire, en fait, cette réflexion, c'est de la merde, genre, repart dans les tréfonds de mon cerveau, genre, va mourir, quoi. Et petit à petit, en fait, je pense que cet automatisme de quand on a des réflexions de surface qui vont pop comme ça, de les renvoyer bouler en mode non, non, mais là, t'es en train d'imaginer, de penser de la merde, là, oublie direct, c'est plus le contexte, c'est plus le bail, quoi. Je pense que c'est ça l'exercice qui est le plus intéressant à faire et à maintenir, quoi. Complètement OK avec ce que tu dis. Je pense que c'est un bon exercice. Essayez. Bah, oui, après, il y a plein de petits tips comme ça hein, pour arrêter les automatismes. Non, mais enfin, genre, tout ce qui est pensée raciste et ainsi de suite, enfin, genre, tous les trucs comme ça, genre, c'est la même chose, hein. Pour terminer l'épisode, bon, on a déjà commencé un petit peu à l'évoquer, mais ma question, c'était comment tenter de mettre fin à ces stigmates sur la virilité, sur la masculinité, entre parenthèses, toxique, qu'on peut connaître. Donc ouais, est-ce que tu as un petit peu des astuces, en plus de celles que tu viens de nous donner, mais voilà, des idées qui pourraient nous dire allez, venez, ça peut mettre fin à ces stigmates. Je pense que un des premiers trucs à faire, c'est, enfin, si
une personne qui se définit comme mec a des trucs en tête qu'il a envie de faire et que, on va dire, les normes sociales, genre, disent, ouais, mais ça, c'est plutôt un truc, genre, queer ou autre, en fait, fais-le quand même, quoi, genre, c'est pas grave. Et, je veux dire, c'est que les mecs dans la trentaine ou même plus, en fait, que les mecs portent du vernis, ça fait que des petits garçons peuvent dire à leurs parents, moi, j'ai envie de mettre du vernis, et qu'en fait, vu que plein de gens le font, le fait, plein de personnes, je sais plus parler. Waouh. Non, en gros, voilà, s'il y a un truc qui te fait plaisir, qui peut être queer, qui peut être femme ou je ne sais quoi, tu le fais, tu kiffes. Si c'est mettre du vernis, mets du vernis. Si c'est mettre des robes, mets des robes. Si c'est mettre des combis, par exemple, j'adore les combis et les salopettes. Mais les combis et les salopettes, c'est pas trop la mode des mecs, on va dire, de base, quoi. Genre, non, mais sans déconner. Genre, sauf si t'es mécano, hein. Non, mais voilà. Mais du coup, ça devient des outils de travail. Enfin, genre, honnêtement, ma salopette, la première fois que je l'ai mise, genre, au boulot, le nombre de réflexions, genre, en mode, tu reviens de la pêche aux huîtres et tout, tu vois, genre. Mais c'est tout con, enfin, juste en mode faites-vous kiffer avec les trucs qui vous font plaisir et faites fi de toute façon des remarques, parce que de toute façon, les remarques que vous prendront, ce sera toujours moins que ce que prennent les meufs. Donc, c'est cher, ouais. Merci. En plus, ça permet de rendre vachement plus acceptable le fait que d'autres personnes qui, des fois, n'osaient pas le faire, se disent, finalement, moi, je le fais. Lui, il le fait, pourquoi moi je le ferais pas? Je pense que c'est vraiment le plus important, en fait, c'est de se faire plaisir sur tout ce qui n'est pas dans les normes. Et pareil, comment mettre fin un petit peu à tout ça, c'est long, parce que c'est un gros travail, je pense, c'est un sacré chantier. Comme je disais, genre, quand on a des réflexions de merde qui arrivent en tête, juste se les garder pour soi. Juger les autres, ça sert à rien. Franchement, genre, on connaît pas l'histoire de la personne, on sait pas ce que cette personne a traversé, genre... on sait pas, et du coup, une réflexion de merde type lui ou elle, ou genre elle est en train de faire ça et je trouve ça nul, garde-le pour toi, genre ça a jamais aidé personne, et être dans le soutien des personnes des personnes dont on est proche, mais aussi des personnes qui militent genre pour toutes les choses pour lesquelles on croit, et pas hésiter à soi-même essayer de trouver des actions qui permettent d'avancer contre ça, quoi. C'est un très beau mot de la fin, j'adore. Nickel, merci. Non, merci beaucoup Thomas. Je pense que ce que tu dis est très bien, très juste, et que juste c'est le mot de foutez-vous la paix, foutez la paix aux gens et laissez chacun faire ce qu'il veut et être qui il veut et comme il est, en fait, et tout se passera bien. Ah, vraiment, si je vais conclure, c'est n'hésitez pas à aller faire des prides, genre habillez-vous comme ça vous fait kiffer, venez comme vous êtes et faites une pride en acceptant toutes les personnes autour de vous, et vous verrez, c'est une expérience formidable. Trop bien, merci beaucoup Thomas d'avoir participé à cet épisode sur la virilité. Comme ça, je mets un petit peu en avant des hommes sur le podcast parce qu'il est très féminin quand même. Mais c'est très bien. Donc je me dis de temps en temps... Plein de mecs qui font des podcasts, donc t'inquiète pas. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.